Bonjour et bienvenue dans le Digression Circus numéro 6, le podcast culturel qui n'a pas peur des détours. Digression Circus est un podcast de discussion à neurones rompus où l'on parle de la culture au sens large. Théâtre, opéra, danse, littérature, BD, ciné, musique et jeux vidéo. Culture classique ou pop, peu importe, on en parle et on digresse. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, comme d'habitude, j'ai mon torride baladin du Léman. Mon torride. Bonjour Sébastien. Ouais. Ça va être t'es chaud ce matin. Bon, cher. Bah écoute, je suis chaud comme la braise et je cherche un peu des nouveaux petits qualificatifs. Ouais. Alors moi, je suis aussi chaud, mais ça n'a rien à voir avec toi, hein, désolé. Ah bon, qu'est-ce d'ailleurs, qui t'arrive voilà, juste pour te prévenir, je risque à un moment de devoir interrompre le podcast parce que j'attends d'être livré d'un truc super important aujourd'hui. Ah oui, ça y est, je vois. Tu vois ce que c'est, ouais. Mais donc, on serait pas le 24 mars par hasard? Oui, on est le 24 mars et... Mais quel produit culturel pourrait bien arriver aujourd'hui le 24 mars avec un 4 dans son nom? Voilà, un certain... Ah oui, tu attends... M4 de Patrick Sébastien. Ah non, plus jamais on parle de thème. Plus jamais on parle de thème. Non. Fini ça, on l'a fait, c'est bon. Et ouais, donc j'attends avec impatience mon petit Resident Evil 4 remake qui va arriver aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Très bien. Donc voilà. Mais sinon, à part ça, ouais, Bon, ça va bien. Écoute, heureux d'enregistrer de ce nouveau podcast. Ouais, on a pas mal de choses à discuter là, ça va être cool. Ouais, et puis là on a fait une bonne pause parce que du coup on était très pris professionnellement, donc du coup on a un peu pris du retard sur notre rythme de parution. Voilà. Mais là on va pouvoir récupérer un peu. Voilà, de toute façon c'est l'objet de ce podcast, comme on avait dit dans d'autres épisodes. On le fait vraiment pour se faire plaisir, donc quand nos obligations professionnelles s'imposent, bah voilà, c'est le podcast qui prend du retard. Bref. Alors, de toute façon, je pense que les deux auditeurs qui nous écoutent, ils nous en voudront pas. Et je voudrais... on en a un peu plus quand même que deux, hein. Bah, je voudrais en profiter pour dire bonjour à ta maman et à ma maman qui doivent nous écouter. Oui, c'est ça. Nos plus fidèles auditrices. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial recommandation. On n'a pas un seul thème pour l'épisode, mais on va parler des objets culturels qui nous ont un peu occupés ces derniers temps. Et ça va être plutôt cinéma et séries télé, a priori. Ouais, pas que. Pas que? Ah, tu nous réserves des petites surprises? Yes. Ok. Eh ben écoute, est-ce que tu veux ouvrir le bal? Est-ce que tu veux commencer à nous parler d'un premier objet culturel? Bah écoute, oui, c'est un truc que j'ai testé hier et ce matin avant qu'on commence d'enregistrer. C'est un jeu qui vient de sortir. Ah, un jeu? Ah. Qui s'appelle Have a Nice Death. Alors, est-ce que tu peux le redire parce que je crois que moi j'ai eu un petit bug de son, j'ai pas bien entendu le titre. Le jeu s'appelle Have a Nice Death. Ah, good morning, Death. What a lovely day to be alive, wouldn't you say? Ready for another busy week in the afterlife? Ah oui, d'accord. C'est okay. un roguelite. Plutôt, à chaque fois je confonds les deux dénominations. Ah ouais, moi je mélange aussi tout le temps. Donc qu'est-ce que c'est donc là, c'est un jeu réalisé par un studio français. Alors, j'arrive plus à retrouver. Je retrouverai le nom après du studio, mais donc qu'est-ce que c'est Have a Nice Death? Ben, on joue la mort en fait. Ok. Qui comment dire, on est dans c'est marrant parce que c'est comme si la mort était transposée dans The Office en fait. Ah ouais. C'est-à-dire c'est moi qui c'est pas tout à fait ça, mais c'est marrant parce que elle bosse, bah voilà, elle a ses âmes à récolter et en même temps ce qui est assez drôle, je trouve, c'est que tous les PNJ, les personnages avec qui elle interagit, c'est des collègues de bureau, quoi. Ah oui, d'accord. La mort, c'est le président directeur général qui fait tout le job. Donc c'est marrant parce que t'as les personnages qui te font le tuto en fait, qui te donnent les infos, tout ça. Ouais. Donc t'as Arlette, t'as Claude, je crois, c'est que des prénoms, bah voilà quoi, assez franchouillards.
un peu vieillot classique. Et donc Claude, je l'adore lui parce que c'est un mec, c'est un peu comme Kenny dans South Park. Ouais. Sauf qu'il a pas une capuche, il a une boule à facettes sur la tronche et il peut pas parler en fait. Et au début, il sert de mannequin un peu d'entraînement, tu peux lui frapper dessus, tout ça quoi. Donc c'est assez drôle. Alors j'ai trouvé le nom du studio, c'est Magic Design Studio. Voilà. Et graphiquement, c'est vraiment chouette. Esthétiquement, il y a un côté cartoon, ça, je sais pas comment dire au niveau influence. Moi, ça me fait penser un peu à Hades, le côté cartoon comme ça, en plus sombre, en plus monochrome, noir et blanc. C'est un petit croisement entre Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack et Hades, ouais, un peu, je trouve. Ouais, voilà, Hades. Et il y a, ça me fait aussi un peu penser à ce Zelda-like là que perso j'avais adoré là qui était sorti il y a 2 ans là, Death Door, ouais. Ouais, où on jouait un petit corbeau là, je trouve il y a un peu une parenté. Ouais. Le jeu, il est en 2D. Ouais. Enfin pour être plus simple, c'est un grand fourre-tout de tous les roguelites de ces dernières années. Mais là, ce que j'ai en train de dire, c'est un compliment. Hein. Ouais, bien sûr. Et de toute façon, je me faisais la remarque ce matin par rapport au roguelite parce que ces derniers temps, j'en ai essayé pas mal. Comme tu sais, je suis grave à la bourre au niveau actualité du jeu. Donc, tu vois, récemment, j'ai découvert Dead Cells. Voilà, un jeu de 2018. Pour moi, c'est tout nouveau. Donc, voilà. Bah, c'est bien. J'ai joué à Slay the Spire aussi et tout ça. Et là, en c'est fait, un mélange deck building et roguelite, c'est ça? Slay the Spire, ouais. Moi, j'ai pas testé Slay the Spire. T'as jamais testé? Ouais. Non, jamais, non. Et ouais, c'est roguelite et deck building. Ok. Alors, Have a Nice Death, c'est, on va dire, c'est à la Dead Cells. Pour moi, c'est un mélange entre, et là, je mélange toutes les dimensions du jeu, c'est-à-dire esthétique, game design, enfin un peu tout. C'est un mix entre Dead Cells. Ouais. Hades. Ouais. Hades pour le côté où en fait à chaque fois que tu meurs, t'as des nouveaux personnages et des nouvelles lignes de dialogue. Ouais. Et moi j'adore ce principe-là. Je trouve que c'est super parce que à chaque fois que tu recommences, il y a ce truc de c'est frais quoi. Enfin, tu dis tiens, qu'est-ce qu'on va me raconter, qu'est-ce que je vais découvrir de nouveau. La narration évolue au fur et à mesure des runs. Voilà, c'est ça. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire Dead Cells. Oui, il y a un petit côté aussi Hollow Knight. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Au niveau Alors après Hollow Knight, moi j'ai vraiment, enfin c'est marrant parce que je parle de tous ces jeux, mais j'ai pas beaucoup joué. Mais en tout cas là, a priori comme ça, il y a un peu de tout quoi, comme ça. D'accord. Au niveau du gameplay, bah la maniabilité est vraiment je trouve vraiment bonne. Ok. Le jeu est nerveux. T'as un dash à la Dead Cells qui est super important. D'accord. C'est-à-dire que quand tu fais le dash, tu passes à travers les ennemis. Ouais. Donc tu te retrouves dans leur dos et ça t'évite. Tu peux éviter pas mal de choses. Oui, c'est vraiment comme Dead Cells. C'est vraiment comme Dead Cells quoi. T'as une frame d'invincibilité quand tu lâches. Ouais. Ok. Voilà, exactement. Et puis c'est vrai que j'avais oublié de l'utiliser. Et puis donc du coup je suis un joueur moyen, on va dire, de roguelite et je crevais beaucoup. Puis je dis ah mais merde, il y a le dash. Et avec le dash, tu fais ah oui. Donc ce qui m'a permis d'arriver au premier boss qui m'a battu, mais qui était largement faisable. Ouais. Et ce que j'ai bien aimé, mais ma fierté mal placée de gamer a refusé, c'est que quand je suis mort, c'était mon premier try sur ce boss, mais quand je suis mort, on m'a proposé de passer en mode facile. Donc il y a un mode facile. Et voilà. Ça, t'as du mal à l'accepter. Mais j'ai pas trop. Enfin, là pour l'instant, j'ai pas trouvé le jeu très dur. Ok. Parce que si je dois comparer à un autre roguelite qui lui pour le coup, enfin celui-là j'ai pas accroché, qui s'appelle Rogue Legacy. Ouais. Je sais pas. J'ai essayé le plein 1 de ou fois. le 2 Je trouvais ça le premier. Je trouvais ça trop dur.
comment dire, il y avait pas, enfin, tu vois, c'est cet équilibre subtil dans les roguelites où, ok, tu sais que tu vas mourir et que ça fait partie de l'expérience de jeu, mais quand tu meurs et que comment dire, t'as pas ce truc où tu dis, bon, ben, j'ai quand même collecté, par exemple, des cellules dans Dead Cells qui me permettent de débloquer des trucs. S'il n'y a pas la progression, on va dire, en tâche de fond qui avance trop, moi, ça me saoule parce que ça me décourage en fait. Ouais, c'est la boucle de gameplay qui est pas assez gratifiante en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu vois, c'est par exemple Hades, ce que je trouve super, bah, comme j'ai déjà dit, c'est que t'as l'environnement. À chaque fois que tu meurs, tu reviens, t'as des nouveaux personnages. Il y a quand même un truc qui avance, même si des fois tu vas pas forcément améliorer, tu vas pas avoir une nouvelle arme, tu vas pas forcément améliorer tes pouvoirs. Mais t'as quand même ce truc où tu dis oui, il y a quelque chose qui avance. Puis t'as une forme de narration globale en fil rouge. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, dans Have a Nice Death, là, bon, là, j'ai pas fait énormément de try, hein. J'ai joué 1 heure, donc ce qui est très peu. Mais il y a sur plein d'aspects, notamment l'amélioration des armes. Alors le système vraiment roguelite où tu choisis une arme et t'améliores, il va falloir que je mette un peu les mains dans le cambouis parce que je vois que sur certaines armes, t'as des jauges qui se remplissent. Alors, j'ai pas encore compris si c'était le fait de les choisir et de les utiliser, tu sais, au plus tu utilises une arme, au plus elle évolue. Je sais pas. Ou si c'est le fait parce que tu ramasses des âmes et tu ramasses aussi des lingots d'or. Donc, tu peux acheter des trucs. Enfin, il y a beaucoup de choses là. Mais en tout cas, donc avant qu'on commence l'enregistrement du podcast, je suis arrivé donc à ce premier boss et j'ai fermé le jeu. Je dis j'ai envie d'y retourner. Et il y a un bon humour, je trouve, qui est assez frais, quoi. Et ouais, enfin un jeu très très sympa, quoi. Voilà. Ok, très bien, bah cool. Écoute, ça fait bien envie. Bon après t'as pas joué tant que ça, quoi. C'est vraiment encore le début, c'est une première impression, quoi. Oui, c'est une première impression, mais tu vois, quand j'ai testé hier, j'étais là, ouais, et puis ce matin, à force j'ai fait 3-4 tries, je dis, ah ouais, je vois le potentiel du jeu, quoi. Ouais, d'accord. Donc, je suis curieux de continuer d'y jouer. Ça sent, c'est un jeu qui sent plutôt bon et qui se rapproche un peu des ténors du genre, quoi. Alors ça, je pourrais dire quand j'aurais joué un peu plus, mais en tout cas, par exemple, ce que j'ai adoré ce matin, c'est que j'ai chopé une arme. Bah oui, parce que désolé, j'avais oublié de parler de ça aussi. Qu'au niveau des armes, donc là, j'y joue à la manette, bien sûr, et tu peux attribuer t'as l'attaque de base. Et après, tu peux choper d'autres armes secondaires, notamment des armes de jet ou une deuxième arme un peu plus puissante. Et ce matin, j'ai chopé, il me semble que c'est une évolution de la faux, mais là, dans le jeu, ça ressemblait à un énorme sabre laser à la Star Wars. Mais un truc qui fait 3 mètres de haut, quoi, et qui s'abat devant toi. Et au niveau du feeling des armes, c'est super sympa. Vraiment, il y a un très bon feeling, quoi. Ok. Donc, pour l'instant, je recommande mais je pense que c'est un jeu que, voilà, je pense pas qu'il va me tomber de main. Ok. A priori là, si ça continue sur ce truc-là tout au long du jeu au niveau de la progression. Donc voilà, mais peut-être j'en reparlerai dans un autre podcast quand je serai un peu plus avancé aussi pour voir si ça confirme mes premières impressions. Ouais, carrément, ouais. Très bien. Eh ben écoute, moi je te propose qu'on passe un peu à un gros morceau qu'on a vu tous les deux, qui est un peu dans l'actualité, parce que c'est une série télé qui vient de se finir. C'est une série télé inspirée d'un jeu vidéo. C'est une série produite par HBO et inspirée donc du fameux jeu vidéo The Last of Us. Et c'est donc The Last of Us, la série télé. Alors The Last of Us, toi tu l'as fini hier soir, c'est ça ? Ouais, j'ai terminé hier soir, donc je me suis enchaîné en 2 jours, je me suis enchaîné 4 épisodes. Ok. Donc c'est très fluide dans mon esprit. Écoute, Alors attends, juste avant qu'on commence à donner nos impressions, je vais juste un peu résumer l'histoire. Ouais.
Donc The Last of Us, ça se passe donc en 2022 ou 2023, je sais plus, mais ça se passe à notre époque, sauf que c'est une dystopie. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans en arrière, à la fin des années 90, il y a eu un outbreak, donc il y a eu un moment d'apocalypse. Et ce moment d'apocalypse, c'est le moment où un champignon, les espèces de champignons qui zombifient les fourmis. Ça s'appelle un cordyceps, je crois. Et c'est un champignon qui du coup parasite une fourmi et qui lui mange complètement le cerveau et qui prend le contrôle de la fourmi et se déplace. C'est un truc qui existe vraiment dans notre monde, c'est pas un truc inventé par la série. Sauf que la série du coup ont inventé eux que ce champignon est passé à l'être humain et qui zombifie en fait un peu des êtres humains quoi, qui parasitent, il leur bouffe le cerveau et c'est le champignon qui se met à contre les humains. Donc les humains deviennent au début très sauvages, puis il y a différents stades de mutation où après ils perdent la vue, ils perdent l'essence, mais par contre ils gardent que l'ouïe. Et il se repère à Louis et ça devient une espèce de zombie très très violent et très bourrin. Et du coup, il y a ce moment où la série commence donc par ce moment de l'outbreak, le moment où tout bascule, quoi, où ce virus se répand et cette une espèce de pandémie comme ça, où c'est ce parasite qui contamine l'humanité. Et on passe dans un monde du coup complètement apocalyptique. Et là, très vite, la série est cutée et on se retrouve 20 ans plus tard, où l'on suit le personnage de Joël, qui est une espèce de baroudeur, de mec qui survit dans ce monde, parce que c'est vraiment un monde qui fait pas rêver, quoi. C'est un monde dans lequel on n'a pas envie de vivre. C'est un monde très violent, très dur, et tout en nuances de gris, il n'y a pas une faction qui est complètement mauvaise et pas une faction qui est complètement bonne non plus. Toutes les factions en place, tous les pouvoirs sont très partagés et en fait tu sens que c'est une humanité qui a perdu tous ses repères, qui sombre petit à petit dans la folie et qui essaye de survivre. Et donc Joël fait un peu est devenu une espèce un peu de mercenaire, qui fait du trafic au marché noir pour essayer de survivre. Et à un moment donné, il va se retrouver embrigadé dans un road trip avec une enfant, une jeune femme d'une douzaine, 12, 13 ans, 14 ans peut-être, je sais plus, qui va devoir transporter d'un point A à un point B dans les États-Unis, dans ce monde post-apocalyptique. Et toute cette relation va se créer entre Joël et Ellie. Et ce grand road trip qui va nous amener à traverser une bonne partie des États-Unis. Voilà en gros l'histoire de The Last of Us. Ouais. Et donc toi alors tes impressions sur déjà donc ouais toi et moi on avait joué aux jeux vidéo qui date de 2013, donc jeu vidéo créé par le studio Naughty Dog, qui est un des gros studios emblématiques de l'écurie Sony. Et The Last of Us, ça a vraiment été à un moment donné une espèce, juste pour situer un peu aussi l'histoire du jeu vidéo. Donc c'est la même histoire, déjà dans la série et le jeu vidéo, c'est exactement la même histoire, la même dramaturgie, à 2-3 détails près. Et le jeu vidéo, en 2013, quand il est sorti, ça a été une espèce de gros pavé dans la mare, quoi. Qui a posé un nouveau jalon et qui a d'un coup dit, en fait, on peut raconter ce genre d'histoire dans le jeu vidéo. Et c'est une histoire... Enfin, on va y revenir, mais moi, The Last of Us, autant le jeu vidéo que la série, je trouve que c'est vraiment une très bonne histoire. Enfin, c'est très très bien écrit, quoi, avec des personnages hyper attachants, avec des propos hyper matures, qui va chercher des zones d'ombre et de complexité chez l'être humain. C'est-à-dire que rien n'est manichéen. Tout est en nuances de grise. Enfin, je trouve que c'est vraiment, même les héros, ce qu'on pourrait appeler les héros, les protagonistes, bah, c'est pas des héros, quoi. Enfin, on est plutôt sur de l'anti-héros. Ils ont une vraie part d'ombre, quoi. Ils sont vraiment problématiques, que ça soit Joël comme Ellie, c'est compliqué. C'est pas des héros bienveillants et moralement irréprochables. On est sur des zones beaucoup plus grises. Ouais, et en même temps, vu le contexte où tout le monde doit survivre, où je veux dire, c'est ce que je trouve intéressant dans la série, c'est que là, quand t'en es ramené aux besoins primaires de survie, de est-ce que je vais trouver à manger, est-ce que la personne que je vais croiser là sur un chemin, machin, va pas vouloir me tuer parce que bah elle a besoin de manger aussi ou parce qu'elle croit que je suis une menace. Bah la morale et la bienveillance et machin, bah ça devient complètement secondaire en fait, tu vois. Et ce que je trouve intéressant dans la série, c'est que justement, c'était un peu le pari de Walking Dead aussi, c'est-à-dire alors moi j'ai pas vu la série télé de Walking Dead, enfin j'ai regardé 10 minutes du pilote et j'ai lâché parce que bref. Ah moi j'ai tenu jusqu'à la fin de la saison 1 mais pas plus. Voilà, j'ai intéressé alors que j'avais pas tout lu les comics, mais je trouvais les comics beaucoup plus intéressants. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que les infectés ou les zombies,
c'est une espèce de background, mais en fait, qu'est-ce qu'on raconte? C'est plonger dans une situation mondiale extrême avec une menace qui rôde de tous les côtés. Qu'est-ce que ça veut dire encore d'être humain et qu'est-ce que c'est l'humanité, en fait? Et je trouve dans The Last of Us, bon là on parle de la série, mais dans le Bah, c'est les mêmes questions. Dans le jeu, c'est pareil. C'est que bah ouais, ça pose énormément de questions en fait. C'est-à-dire moi ce que j'ai adoré, je trouve que c'est vachement bien qu'il y ait cette ellipse de 20 ans. Oui, et puis surtout après un prologue qui est quand même sacrément coup de poing, quoi. Oui, le fameux prologue. Alors est-ce qu'on en parle ou est-ce que Bah, parce on peut, non, mais on va pas forcément le décrire parce que c'est quand même, autant pour les joueurs de jeux vidéo, c'est une chose dont on est au courant depuis 10 ans, mais pour les gens qui découvriraient la série et qui connaissent pas du tout le jeu vidéo, ce serait dommage de spoiler. Ça serait dommage de spoiler, ouais. Mais oui, effectivement, cette intro qui est considérée au sein du milieu du jeu vidéo, des gamers qui ont joué à The Last of Us 1 comme une des meilleures intros de jeu, mais oui, effectivement, mais qui est clairement. Comment ce jeu. Enfin, moi, je me souviens à l'époque, tu fais ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Enfin, on va vers là. On va vers cette crudité, ce truc frontal. Ok. Ouais, puis un traitement pour un jeu vidéo à l'époque, enfin, faut recontextualiser, donc il y a 10 ans, en 2013, quand le jeu est sorti, ce genre d'intro aussi réaliste, aussi sec dans les thématiques abordées, sans pathos, traité de manière très froide, bah, c'est pas un truc qu'on voyait souvent dans le jeu vidéo. Non, c'était complètement inédit, et pour revenir à ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'il y ait cette ellipse, le fait que donc, le personnage d'Ellie soit né alors que l'outbreak a eu lieu. En fait, elle est née après l'apocalypse, on va dire, d'une certaine manière. Ouais, complètement. Et qu'à chaque fois qu'elle est confrontée à des éléments, des objets, des trucs du fameux monde d'avant, éléments de langage qu'on avait beaucoup utilisé nous-mêmes, je parle au sens général lors de la pandémie de Covid, j'ai adoré ces petits trucs là, tu vois. Par exemple, la scène que j'ai adorée, c'est la scène où elle est sur les escalators là, dans le centre commercial. Ah, sur l'épisode qui reprend le DLC. Voilà, c'est ça, ouais. Et elle est là, mais c'est trop bien, des escalators. Enfin, c'est là, c'est tout bête, hein. Mais voilà, ce genre de choses. Alors que Joël, lui, comment dire, il trimballe justement tout le poids du passé, du deuil du monde d'avant, quoi, du passé, enfin, et du deuil au sens large et au sens personnel, voilà. Ah bah lui, pour le coup, il traverse un paquet de deuil, Oui, voilà. Et donc moi, déjà, alors, par rapport aux acteurs, je voudrais vraiment saluer... Oui, alors on n'a pas du tout fait la fiche technique, effectivement, vas-y. Pour... Donc on a quand même un casting, alors déjà, on parlera des réals après, et des showrunners, mais déjà au niveau du casting, effectivement, on a un casting en or, quoi. Je veux dire, Pedro Pascal dans le rôle de Joel, il est incroyable. Ouais. Et Bella Ramsey, alors... Il y a tout un shitstorm sur internet sur Bella Ramsey parce qu'elle ressemble pas physiquement au personnage du jeu vidéo. Oui, mais juste allez vous manger les fesses, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, étouffez-vous avec vos mains, quoi. Mangez vos moignons et étouffez-vous parce que il y a un moment donné, quelle actrice. J'ai envie d'être beaucoup plus vulgaire que ça. J'ai envie de dire niquez-vous, quoi. Voilà. Mangez vos morts. Tout simplement. Bella Ramsey, déjà, dans Game of Thrones, je pense qu'elle pour situer, c'était la petite fille de la famille Mormon dans Game of Thrones, qui dirigeait la famille Mormon dans les dernières saisons. Et j'avais halluciné. J'ai dit, c'est quoi cette gamine qui joue aussi bien, quoi. C'est hallucinant. Et là, ce que les deux acteurs, actrices font au niveau individuel, c'est génial. Enfin, Pedro Pascal, mais... Ouais, magnifique. Vraiment, il y a des fois... la petite... C'est dans tous les détails que je trouve que c'est là où tu vois qu'il y a une bonne direction d'acteur et que les acteurs sont au bon endroit. La scène où, désolé, bon, je spoil un peu, bref, Joël retrouve quelqu'un, voilà, je vais pas trop en dire plus, et ils se prennent dans les bras, et c'est super émouvant, en 2 secondes, et ça en fait pas des caisses.
ça fait jamais des caisses dans cette série. Il y a quelque chose, il y a pas de grâce, je trouve. Ouais. Que soit, c'est ce que tu me disais l'autre jour quand on discutait un peu, notamment par rapport à la violence. Ouais, mais en fait tout, que ce soit dans l'émotion ou dans la violence, c'est assez réaliste, c'est-à-dire que ça joue jamais du pathos, ça étire pas les temps. La violence, elle surgit de manière très sèche, très sec, quoi. C'est d'un coup, ça arrive, mais comme dans la vie où d'un coup il y a ce côté où tu peux être des fois un peu sidéré. En fait, ça crée presque chez le spectateur un effet de sidération, comme quand t'assistes dans la rue à une scène de violence non prévue, où d'un coup, baf, ça part et tu fais waouh, qu'est-ce que je viens de voir. Et là, t'es un peu dans cet état-là, quand il y a de la violence. Et je trouve que les scènes d'émotion, c'est pareil, il y a jamais de violon, enfin jamais ça va étirer le pathos, ça va juste, l'émotion est très sincère, très nette, et elle prend le temps qu'elle a à prendre, mais c'est pas plus que ça. Et même il y a de la pudeur dans l'émotion, il y a de la retenue chez les acteurs. Oui, et on sent c'est exactement ce que j'allais dire, ouais, c'est qu'il y a beaucoup de pudeur entre ce qu'ils vont montrer, et tu sens cette dichotomie entre ce que l'acteur sent au fond de lui et ce qu'il montre, ou des fois dans certains films un peu pathos, tu sens que l'acteur en montre beaucoup plus que ce qu'il ressent à l'intérieur, et là c'est le chemin inverse, où tu sens qu'à l'intérieur c'est hyper nourri, mais par contre dans ce qu'il montre, on sent cette espèce de pudeur et de dignité où on n'en montre pas trop, mais suffisamment pour que l'autre comprenne. Enfin, tu vois, cette espèce de retenue très fine. Oui, non, mais je vois. Et ça, c'est très beau. Ça fait des scènes encore plus fortes, je trouve, et plus touchantes que quand t'as de la monstration, tu vois. Là, ça va être un regard. Ça va être un regard où d'un coup, dans le regard, dans la manière dont l'acteur et les acteurs vont se regarder, tu comprends tout ce qui se passe entre eux. Et ça, c'est hyper fort, hyper beau. Ouais, c'est dans plein de petits détails. Alors, moi, j'ai adoré dans le dernier épisode. Alors, comment je vais dire ça? Bref, il y a un moment, il y a Ellie, je vais pas spoiler, mais Ellie va pas très bien par rapport à quelque chose qui s'est passé dans l'épisode d'avant, si tu vois ce que je veux dire. Et elle parle plus beaucoup, et en fait on a un renversement par rapport au début de la série où c'est Joël le taiseux complètement, et en gros on lui a mis cette gamme dans les mains, et il en veut bref, pas. il a pas envie de s'en occuper pour des raisons diverses et variées, et voilà, que vous comprenez en regardant la série. Et c'est marrant parce que voilà, au début de la série, c'est plutôt Ellie qui est en train de le titiller, qui veut créer du lien, et puis lui, il se protège, et en même temps, et voilà, il la met à distance. Et à la fin, il y a ce renversement, et c'est elle qui est un peu absente par rapport à quelque chose de précis. Ouais, lui qui va aller la chercher, qui est beaucoup plus lumineux aussi. Oui. Et rien que ça, c'est émouvant en fait. Oui. Et parce que c'est le jeu des acteurs. C'est la relation que les deux acteurs, il y a pour le coup, souvent on emploie cette expression qui peut être un peu galvaudée. Ah, il y a une alchimie magnifique entre les acteurs. Bah là, pour le coup, il y en a une vraie. Ouais. Vraiment. Enfin, Et puis il y a une vraie finesse d'écriture. Et voilà. Et ça, donc il y a le jeu, mais il y a aussi l'écriture. C'est très bien écrit, vraiment. Je trouve que l'adaptation et au final, c'est très proche du jeu, et en même temps pas tout à fait. C'est très fin. Ouais. Bah, c'est vraiment adapté. Ça raconte les mêmes choses, mais par contre, c'est vraiment la manière de le raconter, c'est vraiment adapté à la spécificité du média série, quoi. Et comme le jeu vidéo était vraiment utilisé des aspects du jeu vidéo pour appuyer la narration, le côté errance où tu te balades dans des niveaux, ce côté au fait où le temps passe par l'errance. Là, on a plus d'ellipses que dans le jeu. Mais je trouve qu'ils ont justement bien adapté chaque ellipse, ils ont bien jaugé les niveaux de relation entre Joël et Ellie, c'est-à-dire comment est-ce que la relation évolue entre chaque ellipse. Et c'est très fin, ça monte petit à petit. Et ce truc-là, c'est pas d'un coup, ça y est, on a un rapport, on s'entend super bien et tout, un peu d'un coup. Non, c'est très progressif, et il y a des événements forts qui font en fait des ruptures qui d'un coup montrent l'attachement qu'ils ont l'un pour l'autre. Et ouais, non, c'est très bien amené. D'ailleurs, il faut dire quand même le nom des showrunners, donc c'est Neil Druckmann, qui est donc le créateur du jeu vidéo, et Greg Mazin, qui est un showrunner qui notamment avait travaillé sur la magnifique mini-série de HBO Tchernobyl. Et d'ailleurs, moi, le côté Tchernobyl, je l'ai beaucoup ressenti dans le pilote. Oui. Parce que moi, le post-apo, ce que j'adore, c'est le pré-apo. Le pré-apo, l'avant la break. Le pré-apo, c'est-à-dire les quelques instants, quelques heures, quelques moments avant que ça parte vraiment en sucette. Ouais. Et là, je trouve que dans le pilote,
par petites touches, ils font monter la tension. Et bon, après il y a la fameuse scène d'intro, voilà, hein, comment dire si en termes freudiens, la scène primitive automatique de la série, quoi, Joël. Et au niveau ambiance, et au niveau direction, ambiance, ouais, c'est très proche du jeu et ça rapproche de la direction artistique parce que ce que j'ai trouvé, alors je peux partager sur ça. C'est-à-dire, j'étais assez émerveillé de voir qu'en termes de texture, de couleur et notamment d'éclairage, il y a des moments, je dis mais on dirait le jeu, quoi. C'est vraiment bluffant. Et en même temps, à un moment, ça m'a gêné parce que justement, je dis ouais, mais là, c'est trop comme le jeu. Je sais pas si ça t'a fait ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, si, un petit peu, ouais. Ouais, un petit peu, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais ça, je pense qu'il faudrait... J'aimerais bien avoir l'avis, tu vois, de quelqu'un qui a vu la série mais qui a pas joué au jeu. Pour voir un peu comment la personne le reçoit, ça. Tu vois, est-ce que du coup, nous, vu qu'on a les images du jeu qui sont un peu gravées dans nos rétines, est-ce que du coup, c'est cette chose-là qui fait que, d'un coup, certains trucs... parce qu'en plus, c'est super chiadé. C'est-à-dire que ça fait pas carton-pâte pour un sou, les décors, quoi. Mais du coup, est-ce que cette esthétique, on la trouve un peu... Non, mais je sais bien, mais je le précise juste pour les gens qui nous écoutent. Parce qu'est-ce que ça veut dire que cette esthétique, elle nous choque parce ça pourrait être parce qu'il y a un petit côté un peu artificiel du fait que ça soit tiré d'un jeu vidéo d'il y a 10 ans sur des consoles moins puissantes que ce qu'on a maintenant et du coup, il y a des trucs qui pourraient faire un peu artificiel, un peu carton-pâte, mais pas du tout. Du coup, je me demande si quelqu'un qui a pas joué au jeu, il se pose ces questions-là en se disant oula, c'est un peu bizarre l'esthétique, ou est-ce que c'est juste nous parce que il y a dans notre tête un contraste, une dichotomie qui s'installe entre notre souvenir, ce qu'on voit. Je sais pas. Ça, tu vois, effectivement, je suis partagé. Moi aussi, il y a des moments où je me suis dit, c'est un poil trop comme le jeu, tu vois, dans l'esthétique. Notamment un moment où vraiment ils ont les mêmes fringues que dans le jeu vidéo. Et avec des poses, des fois un peu devant des murs ou des trucs où c'est un peu des images en plus emblématiques qui avaient été repris dans des trucs de com du jeu à l'époque. Ouais. Où, tu vois, donc il y a des trucs, moi, ça me choque un peu, mais, est-ce que c'est parce qu'on est des gros nerds et qu'on a joué à ça, ou est-ce que c'est vraiment un peu mais vraiment des micros choix un peu de mauvais goût entre guillemets, je sais pas. Ça, je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas trop comment analyser ça. C'est qu'à des moments, ouais, ça rappelait trop le jeu. Alors, ce qui est un peu paradoxal en même temps. Après, c'est un détail, hein. Je trouve que niveau direction artistique, c'est top. Et par rapport au jeu, ce que et ça aurait pu être kitsch et comment dire, et plaqué, c'est qu'ils ils ont quand même mis comment dire, des trucs du jeu qui pourraient être complètement relous Comme dans quoi, une par série ou un exemple film. C'est-à-dire pousser des caisses, pousser les étagères, faire la courte échelle pour aller débloquer une échelle. Ouais. Ouais, tu vois. Ouais. Et alors ça, pour le coup, je trouvais ça très bien fait parce que en tant que joueur, je pense que les gens qui ont pas joué, ils vont bien, tu vas capter ça. Ouais. Et puis t'es là, tu fais, bah oui, ouais. Et puis et c'est marrant, je pense que, du coup, alors je sais que toi en ce moment tu rejoues au remake du 1, mais ça m'a donné aussi. Ouais, j'ai juste fait le début, j'ai juste refait le prologue et les premiers trucs après. Mais ça m'a donné, ça m'a donné envie de refaire le 1. Bon, et avant ça, il faut que je fasse le 2, bien sûr, je sais. Ah oui, le 2. Et mais je pense qu'il y a des trucs qui les ont vraiment pris du jeu mais là ça pour le coup ça me pas gêne quoi. C'est plus à des moments les éclairages et tout. Bah c'est un peu du fan service mais du fan service bien fait quoi. Ils reprennent des éléments du gameplay du jeu qui servent aussi la narration. Oui. Parce que dans le jeu vidéo par exemple le fait que effectivement il y a des endroits où Joël il peut pas grimper, il est obligé de faire la courte échelle à Ellie pour qu'elle aille débloquer un truc, ça raconte des choses sur l'évolution de leur relation dans le jeu. Vraiment, c'est un truc, c'est à force de s'entraider avec les deux personnages parce il y a tout dans le jeu vidéo, il y a tout le temps les deux personnages mais on n'en joue qu'un des deux. À part à un moment. Mais globalement, on joue qu'un des deux persos, on joue que Joel. Et le fait qu'il ait besoin d'Ellie par moment alors qu'au début il la veut pas du tout, bah ça va raconter un truc à force de passer des dizaines d'heures dessus. Enfin, tu vois, je veux dire, un jeu vidéo c'est aussi une autre durée, c'est-à-dire que là la série, les épisodes tout mis à bout, ça doit faire un peu moins de 10 heures. Le jeu vidéo pour le finir, c'est entre 25 et 30 heures, je sais plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Et du coup, il y a tous ces temps, entre guillemets, qui seraient dans une série des temps morts, où juste t'évolues dans des égouts, dans la cité, dans des campagnes et machin. Mais le fait que dans le jeu, il y ait des mécaniques de gameplay comme ça, où t'aies besoin de t'entraider, c'est aussi ça qui fait, au petit à petit, que
le joueur et les personnages s'attachent l'un à l'autre. Oui, exactement. Et du coup, d'avoir mis ces choses-là, ça nous rappelle, pour ceux qui ont joué au jeu, ça nous remet aussi il y a une espèce comme ça de miroir, en fait, de ce qu'on a vécu il y a 10 ans, comme si on nous replongeait un peu dans nos souvenirs. Je trouve que c'est assez intéressant. Enfin, je pense que la série est assez intelligente pour prendre en compte à la fois les gens qui connaissent pas du tout le jeu vidéo, et en même temps avoir un petit discours méta pour ceux qui ont joué au jeu vidéo, de vous dire, vous avez vu, c'est comme vos souvenirs, mais un peu différent. Et ça, tu vois, notamment le fameux épisode 3 avec l'incroyable Nick Offerman, et qui est juste incroyable. Et ça, c'est sans doute l'épisode qui s'éloigne le plus du jeu vidéo. Et qui d'ailleurs a fait aussi un shitstorm parce que oh là là, il y a deux hommes gays qui s'embrassent. Ouais. Amoureux, et on nous montre une vie de couple de deux homosexuels. Et ouais, c'est n'importe quoi. Elle est bien, pareil, là encore une fois, pour reprendre les mots d'un grand poète genevois. Elle est bien niquée, ouais. parce que ouais, il est magnifique cet épisode. Enfin, moi, c'est un de ceux qui m'a le plus ému. Et puis c'est très fort de troisième épisode, bam, t'as ça quoi. C'est assez floté quoi. On a quasiment plus du tout Joël, plus du tout Ellie, et on a 2 nouveaux personnages et une histoire d'amour magnifique. Hyper touchante. Une histoire et en quelques minutes, oui, c'est-à-dire que en l'espace d'une heure. Ça m'a un peu fait penser, tu sais, au début de Là-haut de Pixar. Oui. Où on a comme ça toute la vie du vieux et de sa compagne en 5 minutes, comme ça, on traverse toute leur vie et c'est hyper beau, hyper touchant, avec quasiment pas de dialogue, baf, tac. Et là, c'est pas toute leur vie, mais on traverse quand même en une demi-heure toute une histoire d'amour du début à la fin. Ouais. De leur rencontre jusqu'à la fin. Et on la traverse comme ça en une demi-heure. Et c'est mais poignant. Oui, c'est poignant et encore une fois, c'est très pudique. Ça ferait un magnifique court-métrage. Rien que ça ferait un magnifique court-métrage. Je trouve que c'est presque un film dans le film. Enfin, on est sur un truc vraiment magnifique et servi par des acteurs de première classe, quoi. On savait que Nick Offerman était un bon comédien, mais là, vraiment, il nous le confirme. Et puis, l'acteur qui joue son compagnon, donc qui joue Frank, qui s'appelle Murray Bartlett. Moi, je le connaissais pas du tout, cet acteur, mais il est magnifique aussi. Hein. Super acteur. Oui, alors moi, je l'avais vu. J'avais pas trop aimé cette série. Enfin, moi, la première saison, j'ai pas vu la deuxième, et il paraît que la deuxième saison est meilleure. Donc, c'est White Lotus. Ah oui. Mais dans la première saison, il avait un des rôles principaux et je l'avais repéré. Je me dis, tiens, cet acteur. Il est bien, puis là, bah, c'est confirmé. Après, c'est pas comment dire, il a fait pas mal de trucs comme acteur. Ouais, mais moi, je crois que je l'avais jamais vu. Je suis pas allé voir sa fiche Wikipédia, mais il me disait rien. Mais en tout cas, je l'ai trouvé magnifique. Pour revenir à ce que tu disais des histoires de gameplay, enfin, du rapport jeu et série. Alors, c'est dommage. Bon, on a dit ne spoilez pas, mais c'est dans le dernier épisode. Quand ça part en sucette, si tu vois ce que je veux dire. Oui, très bien. Oui, ça, par contre, effectivement, on peut pas le spoiler. Ouais. Non, ça faut pas le spoiler. Hein. Voilà. Si tu veux, là, je trouvais drôle parce que c'est vraiment, il y a vraiment un truc du jeu vidéo, mais au sens large. Oui. Parce que mais non, on peut pas en parler. Je peux pas en parler. Non. Voilà, à partir de maintenant, on se fait une espèce de balise spoiler, quoi. Oui, alors on fait un balise spoiler parce que ça, on dit attention au spoiler et puis remettez le podcast dans 3-4 minutes. Oui, c'est la scène de fusillade. La scène de fusillade. Bah vas-y alors. Je sais pas si t'as remarqué, mais ça reprend vraiment des plans du jeu. Bien sûr. Voilà. Et ce que j'ai adoré, c'est que comme dans un FPS ou un jeu de tir à la troisième personne, il ramasse les munitions. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Alors que dans beaucoup de films d'action, le mec il est à l'infini. Tu vois ce que je veux dire. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un truc très jeu vidéo, et en même temps, ça nous met dans une espèce de réalisme en plus filmique du mec qui a plus de balles, bah il prend, il se sert quoi. C'est assez étonnant. J'ai trouvé cette séquence très forte parce que déjà la musique c'est le thème du jeu et de la série, thème musical. Ouais, mais elle est un peu remixée là. Un peu, oui, remix bien sûr. Et en mode, Joël, là, putain, quoi, grosse performance de Pedro Pascal, il est en mode rien à foutre. Ouais, je veux sauver, je veux sauver Ellie, c'est-à-dire je veux aussi sauver ma fille, d'une certaine manière. Ouais, bien sûr, ouais.
par rapport à son trauma. Et non, j'ai adoré. Vraiment, je trouvais cette scène... Ouais, et puis alors, bon, t'as pas fait le 2, donc moi je ne peux pas te spoiler non plus, hein, parce que je peux pas faire une balise spoiler alors que t'es là. Mais il se passe des choses dans cet épisode qui vont être utilisées dans la saison 2, et où je m'attendais à ce qu'ils mettent un peu plus en exergue que dans le jeu, où à l'époque, dans le jeu, ils savaient pas trop ce qu'ils allaient faire dans le 2 quand ils ont fait le 1. Donc il y a notamment un personnage très important qui meurt dans cette série, dans cette scène, qui est un personnage qui est hyper important dans tous les événements du 2e épisode. Et je m'attendais à ce qu'ils mettent un tout petit peu l'exergue dessus pour nous faire une espèce de prépaiement pour les gens qui ont joué au 2, tu vois, en disant, ah, vous voyez... Et en fait, pas du tout. Ils font comme dans le premier jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est un pauvre PNJ à la con qui meurt d'une balle, et si t'as pas joué au 2e jeu, tu peux pas du tout te douter que c'est un événement hyper important pour la suite de la série et des jeux vidéo. Ok, là... Et j'ai trouvé ça très fort. Bah, je pense qu'une fois qu'on aura accroché, je vais vraiment me remettre à The Last of Us 2 parce que ça m'intrigue là ce que tu me dis. Ah oui, il y a vraiment un personnage où il le tue, Joël, et on le voit mourir, mais il y a aucun focus dessus. T'as aucun moyen de savoir, si tu connais pas les événements du 2, ce qui est ce personnage qui vient de se faire abattre d'une balle. Ok. Et c'est un personnage lambda. D'accord. Sauf que c'est un personnage sa mort, en fait, vont découler tous les événements du 2e épisode de The Last of Us, part 2, le jeu vidéo, et qui du coup, on sait, sera aussi le même pitch pour la saison 2 de la série. Très bien. Voilà. Ah ouais, non, tu vas voir, c'est... Mais le jeu vidéo The Last of Us 2, niveau narration, c'est ma boule. C'est vraiment... Alors, fin de la balise, spoiler, je pense, pour à moins que tu aies encore un truc à dire. Non, là, c'est bon, au niveau spoiler, c'est bon. Et puis cette fin, voilà, donc là, au niveau spoiler, on arrête, mais cette fin, c'est les derniers plans. Les derniers plans de la saison 1, c'est les mêmes que dans le jeu vidéo à l'époque du premier épisode. Et cette fin... Mais qu'est-ce qu'elle est forte. Ouais. Ce rapport entre Ellie et Joël, et ce secret qu'il y a que Joël garde par rapport à Ellie, c'est vraiment très fort. Ouais. Très très fort. Mais oui, juste un petit mot sur le jeu vidéo, sur la part 2, donc le 2e jeu vidéo The Last of Us, dans The Last of Us Part 2. C'est aussi encore un gros morceau de narration. Moi, le jeu vidéo m'a fait vivre des moments de gaming que j'ai jamais vécu ailleurs. Il y a notamment, enfin toi t'en es encore au tout début, donc je vais sans spoiler bien évidemment, mais il y a des moments dans le jeu où je n'avais pas envie d'appuyer sur les boutons de la manette. Par rapport au choix qu'on me proposait, je ne voulais en faire aucun. Et j'ai posé la manette sur ma table basse en me disant non, j'appuierai pas sur ce putain de bouton. Et en fait, le jeu t'oblige à des moments, il te retire les droits, c'est-à-dire il y a des moments il te fait croire que t'as le choix, et puis il y a des moments il te dit en fait non, t'as pas le choix, c'est notre histoire. Et il t'oblige à appuyer et à faire les choix que les développeurs ont fait pour toi, à appuyer sur le bouton et à être acteur de certaines choses. C'est pas juste une cinématique où t'as un QTE pour vérifier que tu te sois pas endormi devant la... Non, là, t'as un moment donné, le jeu va rester en pause jusqu'à ce que t'aies appuyé sur le bouton, quoi. Et il t'oblige à appuyer sur le bouton. C'est un peu pervers, non ? Bah, c'est une forme de manipulation, bien évidemment, mais est-ce que toute narration n'est pas un peu manipulatrice ? Ouais, bon, oui. Mais bon, je te dirai quand... Tu me diras quand tu l'auras joué. Mais moi, je trouve ça hyper fort, parce qu'au contraire, ça t'oblige à être acteur et ça crée un questionnement par rapport au personnage que tu es en train de jouer. Enfin, ça crée une espèce de distance qui est très intéressante, tu verras. Mais on en reparlera quand tu l'auras fait. Ouais. Et puis ouais, il y a des... Ouais, enfin non, mais je peux pas en parler. Mais on en reparlera quand tu t'auras fait le jeu. Mais il y a vraiment, ça te met dans des situations des fois cornéliennes où tu te retrouves dans à des moments de jeu, ou dans un autre jeu vidéo, tu te dirais ok, pas de problème. Ça, j'ai vu pire, j'ai vu bien pire dans certains jeux, mais du fait que comme ils développent la dramaturgie et l'investissement émotionnel sur chacun des personnages principaux et secondaires, il y a un moment donné, il y a des choix, des choses qui se passent où t'as pas envie de faire ce choix-là et t'es obligé de le faire. Parce que c'est pas un jeu à choix ouvert, quoi. C'est quand même, on te raconte une histoire et on te la raconte, tu vois, dans un film, il y a des moments où t'as pas envie de voir certaines scènes, mais voilà, ça fait partie du film, tu la regardes, quoi. Et là, ils reprennent un peu cette façon-là de t'impliquer dans le récit, où à un moment donné, le personnage, c'est pas toi, et le personnage, il fait ses propres choix. Et toi, en tant que joueur, au final, tu te retrouves qu'à accompagner les choix de ce personnage. Mais c'est l'histoire du personnage, c'est pas l'histoire du joueur. C'est pas un jeu à la Skyrim ou à la je sais pas quel jeu d'aventure comme ça où t'as des choix, où tu peux prendre vraiment les choses, combat, pas combattre, discuter, pas discuter, et voilà. T'es pas sur un RPG, quoi, où tu construis ton histoire comme
plus ou moins comme tu as envie de la construire. Non, là, c'est une œuvre narrative où on a une histoire et on a un propos à te raconter et on va t'obliger à aller dans le propos qu'ils veulent te raconter. Donc, il y a des fois où c'est cool et puis il y a des fois où d'un coup, tu vas pas être content des choix qu'ils t'imposent. Mais c'est intéressant. Je trouve que ça questionne des choses, ça prend pas le joueur par la main, quoi. Des fois, ça va te gratter, quoi. Ça va te gratter. Ils vont t'obliger à faire des choses où tu te dis, j'ai pas envie de le faire, mais ça questionne aussi ton rapport aux jeux vidéo. Je trouve à l'investissement, à l'avatar, tu vois, où à un moment donné, il te rappelle aussi que le début de The Last of Us 2, sans spoiler, quand même, tout de suite, il questionne le rapport à l'avatar. Bon, on en parlera, on fera un épisode dessus, full spoiler, Oui. mais quand tu l'auras fait, on sera un épisode de The Last of Us Part 2, full spoiler. Mais voilà, bref. En tout cas, The Last of Us... Ça me fait... Attends, parce que ça me fait penser... Vas-y. Ça me fait penser... Je sais pas si tu l'avais fait à l'époque, le Walking Dead par Telltale. Oui, j'ai fait la saison 1. Ouais. Ouais. J'ai fait que la saison 1, j'ai pas fait la suite. Et il y avait un peu ça, même si les jeux ont rien à voir, mais déjà, t'avais le même trope, hein. Oui. Le vieux briscard qui s'occupe d'une gamine. Mais je suis pas si sûr que ça que les jeux n'aient rien à voir. N'a rien à voir, c'est-à-dire. C'est-à-dire, je pense que sans le comics Walking Dead et sans le jeu vidéo Walking Dead saison 1, je suis pas sûr qu'on aurait eu The Last of Us en 2013. Le jeu Walking Dead, c'était avant The Last of Us, je sais plus. Ouais, c'est 2008 ou 2009. Ok, d'accord. C'est 3-4 ans avant. Et je pense que justement, le jeu The Walking Dead a posé les jalons d'une nouvelle narration dans le jeu vidéo. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est un jeu beaucoup plus important qu'on veut le dire sur l'histoire du jeu vidéo. C'est un jeu qui, à un moment donné, justement, sur ses questions morales, sur ses rapports aux personnages, comme tu vois le lien que tu fais là, je pense que tous les développeurs de The Last of Us ont joué à The Walking Dead 3 ans avant. C'est obligé. Il y a un lien. Oui. Et l'univers global de The Last of Us, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, ce constat de on est après l'apocalypse et en fait ce qui nous intéresse, c'est pas l'apocalypse et les zombies, c'est comment l'humanité survit dans un monde avec des zombies. Je pense que ce postulat-là, qui est le même dans The Last of Us. Et effectivement, je pense que ils ont lu The Walking Dead, ils ont sans doute joué au jeu The Walking Dead. Et je pense que c'est un peu leur vision des choses, où ça prend pas les choses exactement les mêmes angles, hein, bien évidemment. The Last of Us a sa propre spécificité, mais je pense qu'il y a une influence, forcément. Il y a une ouverture de porte, en tout cas. Après, c'est vrai, pourquoi ce trope, sachant que, par exemple, moi, je pense que faudrait regarder l'année d'édition, mais si tu prends le livre de Cormac McCarthy, La Route, c'est un mec dans un monde post-apo avec un gamin. Oui. Tu vois, il y a quand même, moi, je l'appelle un peu si t'enlèves l'apocalypse et les zombies ou les infectés, c'est le trope Lone Wolf et Cub, quoi. C'est-à-dire le vieux briscard. Ouais, complètement. Qui est le road movie, le road trip avec un gamin. Là, d'ailleurs, hier, j'ai fini The Walking Dead. J'ai fini The Last of Us et j'ai enchaîné avec The Mandalorian. Et ça m'a fait bizarre de me dire, putain, c'est le même acteur, quoi, tu vois. Et d'un côté, il s'occupe d'une gamine, de l'autre côté, il s'occupe d'un Yoda miniature. Et c'est marrant, ce truc. Je sais pas, là, ça me vient comme ça, ce truc qui est dans l'air du temps de l'apocalypse, et voilà, le mec sur la route qui s'occupe d'un gamin qui est l'avenir ou pas. Enfin voilà quoi, l'espoir, tout ça quoi. C'est ouais. C'est un des tropes. C'est effectivement un trope de la littérature un peu SF survivaliste, effectivement. Mais c'est aussi, je pense, un truc de parentalité. À un moment donné où tu te dis, dans une situation extrême comme peut l'être ces outbreaks, qu'est-ce qui te motive à survivre si ce n'est de t'occuper d'un enfant. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, c'est aussi l'enjeu ultime pour un parent, quoi. Enfin, oui. Tu vois, et je pense qu'il y a un rapport comme ça, enfin, ou peut-être, enfin là, je navigue à vue, hein, j'y ai pas réfléchi assez, mais une espèce de truc comme la cellule familiale, ultime rempart à la barbarie, je sais pas, enfin, j'en sais rien, tu vois. Après, c'est ce truc dont les Américains n'arrivent pas à se défaire, hein, dans leur... C'est-à-dire ? Dans énormément d'œuvres, que ce soit séries télé, films, t'as toujours à un moment donné, c'est toujours autour de la famille. Enfin, et trois quarts du temps. Oui. Tu prends dans les séries télé de référence, dans Les Sopranos, c'est la famille au sens proche et au sens large.
Six Feet Under, tu suis une famille. Hmm. Parce que j'ai les trucs sous les yeux là. The Shield, c'est la famille, ce groupe de flics. Tu prends Spielberg, là, The Fabelmans, c'est toujours un truc, la famille contre rempart, tu vois, la guerre des mondes. Encore un truc apocalyptique. Ouais. Il y a les États-Unis. Encore un homme et encore un mec et sa fille, ouais. Comment ? Ouais. La guerre des mondes, c'est encore un père et sa fille. La guerre des mondes, c'est un père et sa Et fille. il y a son fils aussi. Il y a ses 2 gamins, je crois. Ah oui, il y a 2 gamins, Si je me souviens bien. plus. Ouais, Ouais, il y a 2 gamins, mais tu vois, c'est la famille contre, comme ultime refuge, rempart contre l'apocalypse, tu vois. Il y a toujours un truc comme ça. Après, les histoires de famille, ça traverse toute l'histoire de la littérature aussi, hein, parce que regarde, les mythes grecs, c'est que des familles. Oui. Les Atréides, même la mythologie grecque, hein, c'est une grande histoire de famille au final, hein, avec des incestes et des machins et des tromperies et tout ça, mais Zeus, Poséidon, Hadès, ses 3 frères, plus toute leur descendance, leurs femmes, machin, qui peuvent... Enfin, je veux dire, c'est une grande histoire de famille. Même Shakespeare, regarde Hamlet, c'est une histoire de famille. Oui, mais c'est des histoires c'est pas que les Américains, à l'intérieur de famille, mais il y a... moi, peut-être me plante, hein, je sais pas, parce que là, ça m'est venu comme ça, mais la différence que je vois avec... bon, là, j'ai conscience que je fais une généralité, hein, on est d'accord, mais oui, bien c'est sûr. que dans beaucoup d'œuvres américaines, c'est ce truc, ouais, la famille comme ultime refuge. Dans les tragédies grecques, même si ça parle de la famille ou les tragédies shakespeariennes, la famille, du coup, c'est plutôt là, c'est pas le refuge. Et pas tant que c'est un refuge. Tu vois, si je prends... Ouais, c'est même plutôt souvent une source d'emmerde qu'une source qu'un refuge. Si tu prends Shyamalan, par exemple, Signes, pareil, c'est la famille. Le dernier, je l'ai pas vu là, Knock at the Cabin, mais apparemment c'est encore une histoire de famille qui se fait agresser par l'extérieur, tu vois, il y a un truc comme ça. Ouais. Bon, on pourrait en citer plein. Les sitcoms aussi, c'est quasi que des familles. Malcolm. Ah oui. Même Friends, hein. C'est une famille recomposée d'adultes, mais est complètement un peu dysfonctionnelle. La famille nucléaire ou la famille recomposée, ouais. Et donc bref, voilà, c'était, je sais pas, c'est peut-être stupide ce que j'ai dit. Non, mais c'est un peu vague. Sinon, c'est pas stupide, je pense pas. Effectivement, c'est un peu vague. Ouais. Mais oui. Après, effectivement, je pense que souvent dans les États-Unis, mais c'est un peu comme leur côté patriotique dans leur cinéma où les Américains vivent l'Amérique, tous ces trucs-là. C'est qu'il y a un côté un peu toujours de famille un peu idéale, souvent. On n'a pas trop de familles vraiment dysfonctionnelles, toxiques. On est plus sur des familles, tu vois, même Malcolm où la famille est assez dysfonctionnelle, mais au final, dès qu'ils sont attaqués par l'extérieur, hop, ils se resserrent les coudes et si on se tape, c'est entre nous, mais par contre, les autres, là, d'un coup, on est soudés face à l'adversité. Il y a ce côté un peu qui rejoint un peu leur patriotisme, tu vois, où dans Independence Day, face aux extraterrestres, d'un coup la nation devient unie, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est ce côté, le côté un peu famille idéale, appartenance, qui est peut-être un peu plus romantique que dans d'autres pays, ou notamment en Europe, tu vois, où effectivement chez Shakespeare il y a la famille, mais la famille est aussi la source de tes problèmes. Dans Hamlet, celui qui tue le père, c'est le frère du père. Ouais, alors après là. En réfléchissant à tout ça, des gros traits, faudrait pousser beaucoup plus. Si on prend, les Sopranos, c'est quand même une famille vachement dysfonctionnelle. Oui, Breaking Bad aussi. La famille Fisher dans Six Feet Under, on peut pas dire que ce soit. Il y a quand même un contrepoint à ça, quoi. Mais il faut pas rester dans le mainstream, j'ai l'impression. Oui, dans Breaking Bad, c'est pareil. Au final, Oui, voilà. Il y a quand même, effectivement. Walter White, il fait ça pour sa famille, mais après, il devient toxique pour sa famille. Enfin, tu vois. Après, il y a des showrunners qui jouent avec ce trope-là aussi. Mais en fait, pour préciser ce que je voulais dire, c'est que souvent, et je généralise, bien sûr, et c'est les limites de la généralisation, ça tourne souvent autour de la famille. Le dernier Spielberg, c'est la famille. Le dernier James Gray, Armageddon Time, pareil. Ça tourne autour de la famille. Enfin. Ouais. Donc, mais tout le cinéma, mais bon après ça, je pense que c'est pas que les Américains au final. Hein. Il y a beaucoup d'histoires de cinéma. Dans les histoires, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de la famille, que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma, même en France. Hein, dans le cinéma français, il y a beaucoup de choses autour de la famille aussi, souvent. Je trouve que c'est plus prégnant aux États-Unis, mais voilà, j'assume
ce parti pris, on va dire. Ouais. Ok. C'est ton point de vue. Moi, je trouve ça effectivement chez les Américains, c'est très très présent, mais je pense que ça l'est aussi. C'est mon point de vue, ouais. Mais en fait, je me suis ouvert une piste de réflexion qu'il faudrait que j'explore un peu plus. Voilà. On reviendra dessus sur un épisode prochain. Voilà. Mais en tout cas, The Last of Us, c'est sans conteste, sans aucune discussion possible, la meilleure adaptation d'un jeu vidéo dans un autre média. Ouais. Sans aucun problème. Je veux dire, tous les films qui ont été adaptés de jeux vidéo, il n'y a rien qui arrive à la cheville de cette série The Last of Us. Enfin, C'est le Super Mario quand même d'il y a de 93. 93. Non, mais moi je trouve que c'est la première que fois là, qu'on voit. en termes d'adaptation de jeux vidéo, il n'y a rien qui arrive à la cheville. Là, Ouais. clair. Même en série animée et tout. Enfin, je trouve The Last of Us, ça met un cran au-dessus à tout, quoi. Enfin, mais voilà. Après, c'est peut-être aussi parce que le jeu vidéo a un peu été construit comme un long métrage à la base aussi, hein, peut-être. Hein. Je sais pas. Mais en tout cas, très bonne surprise. Ça me rappelle quelque chose. C'est une réplique dans la série Trémé de Dave Simon. Où à un moment, il y a deux personnages qui parlent de musique. Et il y a un des personnages qui dit à l'autre, mais tu sais, en fait, une très bonne chanson, en fait, elle tient d'elle-même, dans le sens où tu peux la réadapter, je vais dire n'importe quoi, en version métal, en version avec orchestre symphonique, en version hip-hop, en version a cappella et tout ça, bah, la chanson, elle fonctionne à chaque fois. Et pourquoi je dis ça, c'est que c'est ce que tu disais il y a 2 secondes, c'est que The Last of Us, il n'y aurait pas eu le jeu vidéo, ils auraient sorti ça comme ça, bah l'histoire fonctionne d'elle-même en fait, elle tient d'elle-même. C'est juste une très bonne histoire. Voilà, là on a beaucoup parlé du jeu vidéo en parallèle, mais si vous n'avez pas joué au jeu vidéo, c'est pas grave, vous pouvez regarder la série sans problème, vous allez vous régaler. Ah oui. Ah bah oui, moi là je pense que c'est vraiment une série qui est... Voilà, faut être sensible un peu à ces univers post-apocalyptiques, c'est le seul truc, si on n'aime pas ce genre d'univers très dépressif, et puis elle est quand même très violente, il y a des choses assez dures, hein, il y a des épisodes qui sont quand même des fois assez durs à regarder. Bon bah voilà, si ça c'est pas votre kiff, n'y allez pas. Mais par contre, si vous aimez ce genre d'univers et que vous aimez le cinéma et la bonne série télé, bah ouais, foncez quoi, c'est avant tout une très bonne série. Alors Seb, là on a fait le tour de The Last of Us, je pense qu'on peut passer à autre chose et je te propose un petit interlude autour d'une petite question, voilà, et cette question est: quel est pour toi le dernier blockbuster vraiment, mais vraiment marquant que tu aies vu dans une salle de cinéma? C'est-à-dire le film, mais vraiment en mode blockbuster. C'est-à-dire pas du tout un film d'auteur, on reste dans le cadre du blockbuster, mais le blockbuster où quand t'es sorti de la salle, tu t'es dit waouh, qu'est-ce que je viens de voir là? C'était assez fou, quoi. Un game changing, tu vois, pour faire un anglicisme. Tu vois, un truc où tu te dis, ah tiens, là, ça change ma vision du blockbuster, quoi. Ou en tout cas, j'ai vu un truc vraiment, je m'attendais pas, quoi. Enfin, j'ai pris une claque, voilà. Ah, alors. Après, c'est un peu ouvert, hein. Tu vois, tu peux le prendre un peu comme tu veux, hein. C'est pas, voilà. C'est volontairement un peu ouvert. Alors oui, sachant que la question, tu m'en as parlé il y a quelques jours et que j'y avais réfléchi, mais je l'avais pas compris comme ça. Alors du coup... T'avais compris comment, toi, du coup? Ça m'embête parce que je sais pas quoi répondre. Bah attends, dis-moi ce que t'avais compris, puis ça ira peut-être. T'avais compris quoi? Moi, là, formulé comme tu viens de le faire, c'est plus intéressant, mais... Non, moi j'avais compris, c'est quoi le dernier gros blockbuster qui t'a vraiment marqué, voilà. C'était beaucoup plus basique. Ah oui, non, c'est d'essayer trouver un truc un peu plus viscéral. Ouais, écoute, je vais dire Avatar 2. Tu sais, voilà. Ah ouais. Ouais, je vais dire Avatar 2 parce que... Vraiment game changing, quoi. Le truc où vraiment tu t'es dit, ah tiens, ça change la donne sur le blockbuster. Oui, sur plein d'aspects. Alors, il y a énormément de choses qui ont été dites sur Avatar 2. Alors moi, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu dans des conditions un peu bizarres. Sachant que... Alors,
À l'époque, le 1, j'avais, comme tout le monde, premier film 3D, enfin, premier film 3D, c'est pas le Un des premier film premiers en 3D, tout cas mais avec une 3D vraiment convaincante, ouais. et voilà, donc j'étais allé, j'avais beaucoup aimé, notamment, enfin, surtout les performances techniques, le scénario m'avait laissé un peu sur ma faim, mais j'avais passé un très bon moment. Là, le 2 arrive, je me dis, tiens, c'est pendant les fêtes de Noël, je vais aller voir ça. Et j'y suis allé et j'étais en fait malade. Et quand je suis malade, comme tu le sais Thibaut, parce qu'on se connaît depuis longtemps, je suis assez grognon. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Et en fait, je suis arrivé dans la salle. Alors j'y suis allé avec un de mes neveux et un de mes potes d'enfance, avec son papa et tout ça. Et je suis arrivé dans la salle et le film a commencé. Je me suis dit putain, mais qu'est-ce que je fous là? Je vais me fader pendant 3 heures des espèces de schtroumpfs de 2 mètres de haut. Et vraiment, mais ça, c'était parce que vraiment j'étais malade et fatigué. Je me suis dit, mais oh non, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. Et en fait, je me suis endormi du fait de la maladie. Et j'ai dormi pendant, c'est-à-dire toute l'intro du film. Donc pour ceux qui ont vu le film, c'est jusqu'à l'arrivée chez le peuple de l'eau. J'ai rien vu. Alors du coup, le film que tu trouves game-changing, c'est un film dont t'as loupé toute une partie, quoi. Attends, mais laisse-moi terminer. Parce que, voilà. Et en fait, j'ai rouvert les yeux à ce moment-là. Alors, je sais pas trop pourquoi, parce que ma sieste a été terminée. Et à ce moment-là, quand on arrive chez le peuple de l'eau, c'est comme si le film m'avait pris par la main. Il m'avait dit, écoute, Seb, ça va bien se passer. Et à partir de là, j'ai un peu halluciné de ce que je voyais, quoi. J'étais là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, dans le sens... en fait, j'avais jamais vu ça au cinéma. Ouais. Alors pourquoi? C'est-à-dire que au bout d'un moment, quand je voyais des acteurs en chair et en os surgir dans le cadre, ça me faisait un choc. J'étais là, ah mais mince, oui c'est vrai. Qu'en fait là, les personnages que je suis, en fait, ils sont en image de synthèse et c'est tellement bluffant que t'oublies ça. Ok. Ensuite, je sais, j'ai été vraiment mais émerveillé, mais comme on peut l'être quand on est gamin devant les premiers films qu'on voit, quoi. C'est-à-dire un peu comme de manière un peu bébête, enfin bébête, non pas bébête parce que ça serait dénigrer le film, mais un peu tiens mais waouh, surtout les scènes slow et tout ça, et avec cette dissonance cognitive de me dire merde, je suis fasciné, mais c'est l'image de synthèse. Et là, je sais pas, j'arrêtais pas de faire des allers-retours, dire c'est tellement réel et en même temps ça l'est pas. Enfin voilà, je suis sorti du film, j'étais vraiment bluffé et je me suis régalé du coup. Et du coup, je suis retourné le voir une semaine après. Donc finalement, j'ai vu la demi-heure manquante, qui est pas la meilleure partie du film, qui réarrange les enjeux, qui met en place le scénario et tout ça. Et en fait, là où le film m'a intéressé, et c'est une critique qu'on lui a adressée beaucoup, c'est que beaucoup ont dit oh là là, mais ce film, à part la prouesse technique et les images, le scénario, il est débile et il est basique. Alors, je suis pas d'accord. Enfin, oui et non. Le scénario est simple, le scénario est classique, dans le sens où il n'y a pas de surprise. Tu sais ce qui va se passer. Ok. Eh ben, moi j'ai adoré. Enfin, ça m'a, au contraire, j'ai beaucoup aimé cette simplicité qui est cette simplicité en apparence en fait. D'accord. C'est un peu plus, une fois qu'on y repense, c'est-à-dire qu'au niveau purement du synopsis, c'est simple, c'est en ligne droite. Après, au niveau des enjeux entre les personnages, ouais, c'est un peu plus complexe que ça. Et ça m'a questionné beaucoup sur. On avait parlé, pas dans un podcast, mais un peu à part. En fait, c'est quoi au final une bonne histoire et c'est quoi un bon scénario? Et j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, un bon scénario, une bonne histoire, c'est une histoire où il y a des twists à répétition, où il y a des choses tourneboulées de tous les sens, et là de voir, pour moi le scénario d'Avatar 2, c'est un bon scénario. Ouais, d'accord. Et pour moi, simplicité
d'histoire, prévisibilité, pour moi, ce n'est pas synonyme de mauvaise qualité. Voilà. Oui, c'est que c'est bien raconté, quoi. Bah, moi, je trouvais ça très bien raconté. Et puis, James Cameron, je sais pas quoi, il y a des plans dans le film, notamment vers la fin, avec la bataille marine, avec les chalutiers et tout ça, là, alors, il y a un mix un peu tout, et ça a été dit, à un moment, t'es là, tu dis, putain, on dirait Titanic. La colorimétrie, je veux dire, au niveau de la lumière dans les plans, on dirait Terminator 2 et tout ça. Et il y a des gens qui ont reproché ça. Je dis, mais t'as envie de dire, mais le mec, il s'autocite. Ouais, il est où le problème? Il est où le problème? Pourquoi j'ai choisi ce film, c'est que, tu vois, si on compare, comparaison débile, on est d'accord, c'est comparer les torchons avec les serviettes. C'est que si on parle des blockbusters actuels, comme les films Marvel et DC, oui, ils ont l'appellation blockbuster, mais là, en fait, je sais pas si ça va être clair ce que je vais dire, mais avec Avatar 2, j'ai vraiment eu la sensation que j'étais face à un blockbuster, dans le sens où tu t'en prends plein la gueule, c'est démesuré, et je n'avais plus ça avec les films Marvel. Ouais, et puis je pense qu'il y a un côté un peu qui fait du bien de voir un autre univers justement que celui de Marvel, où on commence, comme on l'avait dit dans notre épisode spécial Noël, on commence à saturer grave, quoi, on en a marre. Et là, d'un coup, tu retrouves... Oui, moi, ça y est, la saturation, elle a été consommée, moi, pareil, parce que Ant-Man, je suis pas allé le voir, moi non plus. Je le verrai quand il sera sur les plateformes, et le prochain, je pense pas aller les voir, et les séries télé, honnêtement, je sais pas, voilà, bref, petite parenthèse. Je vais faire un peu du goutte à goutte aussi. Mais pour en revenir à Avatar 2, si blockbuster, c'est le truc démesuré avec lequel on s'en prend plein la tronche, c'est vraiment... Il remplit sa mission, quoi. Ouais, complètement. Ok. Et pour moi, je réponds à la question aussi, hein. Pour moi, le dernier blockbuster où vraiment je suis sorti de la salle en me disant « Waouh, qu'est-ce que je viens de voir ?» je crois que ça remonte à 2015, et c'était Mad Max Fury Road. Ah oui. Je crois que depuis, j'ai pas vu de film en mode blockbuster où vraiment je me suis pris une grosse clacasse et où je me suis dit, même tu vois, même Endgame ou quoi, oui, c'est spectaculaire, c'est plaisant, mais vraiment une énorme claque où je me dis, mais qu'est-ce que je viens de voir? Vraiment, je crois que ça date ça a 8 ans, quoi, et c'est Mad Max Fury Road. Où vraiment, j'ai trouvé le film incroyable, mais incroyable. Alors l'histoire, elle est un peu simpliciste, mais en même temps, c'est Mad Max. Enfin, tu vois, c'est un personnage mutique qui doit dire, Tom Hardy doit dire 3 mots dans tout le film. Mais il y a une efficacité de l'image et la musique. Enfin, il y a une espèce de truc tellement viscéral que c'est juste très fort. Je suis sorti de la salle, j'avais qu'une idée, c'était de reprendre un billet pour retourner le voir. Enfin, j'aurais pu enchaîner 2 séances d'affilée. Il y a des scènes esthétiquement incroyable. Tu vois, à moment de la tornade, avec cette tornade gigantesque, l'imagerie est folle. Le personnage de Furiosa avec un bras en moins, enfin, je trouve qu'il y a tout un tas de trucs comme ça qui est vraiment ouf. Et le moment là, justement pour un projet qu'on a artistique en ce moment, où l'autre jour je l'évoquais avec un des gars qui bosse sur le projet, là, Mathias, et je disais là, la manière dont la musique est intégrée avec cette espèce de gros camions gigantesques avec des lance-flammes, la guitare électrique à lance-flammes, les grosses caisses de percus. Il y a un côté un peu opératique, hyper puissant dans le rapport à la musique, à la fois tribal, et ça nous met dans un état, et c'est une espèce de shoot d'adrénaline non-stop pendant, je sais plus combien de temps dure le film, mais il doit durer à peu près 1h30, mais c'est juste ça. Ouais. Ah non, il dure 2 heures. Tu vois, je pensais qu'il était plus court dans mon souvenir, tellement que je me suis pas emmerdé. Et pourtant l'histoire elle est con, hein. Je veux dire, une espèce de truc où il se fait capturer dans une cité, il s'échappe, et puis au bout d'un moment il se dit en fait non, faut qu'on y retourne, et ils font demi-tour et ils retournent à la cité pour renverser le dictateur qui tient la cité. Enfin, je veux dire, le scénario il est vraiment très bête. Enfin, je veux dire, il est pas très évolué. Enfin. Mais par contre, c'est juste la manière dont c'est... Je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, tu viens de dire très bête. Est-ce que c'est bête? Moi, je pense pas. C'est juste simple. Non, mais effectivement, c'est pas bête au sens stupide. C'est plus bête au sens, évidemment, simple et évident. Et c'est un mec qui s'échappe, puis finalement, non, on va y retourner, on va libérer le peuple.
Et mais par contre, l'imagerie, les scènes d'action, les cascades, et il y a très peu d'effets numériques du coup dans ce film. Il y a quand même beaucoup de cascades qui sont faits en réel. Alors après, je crois que le tournage a été une catastrophe écologique en Australie. Je crois qu'ils ont saccagé vraiment la faune avec leurs gros camions là. Ils ont saccagé tout un pan de l'Australie. Je crois que ça, c'est ce côté. Alors je me rappelle plus. J'avais entendu des choses il y a longtemps, et là je me suis pas redocumenté. Il faudrait que je relise. Je me souviens plus. Mais je crois que ça a été effectivement un peu catastrophique d'un point de vue écologique. Il y a toute une polémique là-dessus. Mais George Miller, quel metteur en scène. Vraiment, la mise en scène des cascades, des combats, où ça saute de véhicule en véhicule. Il te place un univers qui est complètement fou. Et c'est pour ça que dans notre épisode des attentes, j'avais dit Furiosa. Alors, c'est pas 2023, c'est 2024, mais vraiment, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre, ce que George Miller va nous pondre dans cet univers-là. Parce que j'ai trouvé ça, mais... Ah oui, parce que on se retrouve... là, le point commun, c'est que là, on a deux réalisateurs, que ce soit George Miller ou Cameron, qui connaissent comment dire... Connaissent leur boulot. Leur art et leur artisanat, quoi. Alors, chacun dans des spécificités très différentes. C'est-à-dire que Cameron, il y a vraiment une recherche technique, alors que George Miller, il est plus sur de l'artisanat, effectivement, à garder de l'organique. Oui. Il met un peu du numérique, par exemple la tornade, tout ça, le moment de la tornade, tout ça, c'est du numérique. Ouais. Mais il va quand même chercher du réalisme, quoi, dans la cascade et tout ça. Il limite un peu les effets techniques au sens numérique, en tout cas. Alors que Cameron, ils font ça à fond là-dedans. Oui, ils mixent les deux. Enfin, des fois, il y a que du numérique. Là, on parle vraiment d'Avatar, parce que moi, quand je pense à Cameron, oui. En même temps, Avatar, c'est le seul truc qu'il a fait en 20 ans. Oui, bien sûr. Avatar 1 et Avatar 2. Mais c'est sa recherche, en tout cas, des 20 dernières années, quoi. Ouais, mais quand tu prends d'autres produits où il y a que du numérique ou beaucoup de numérique, comme encore une fois les Marvel et tout ça, là, t'as un réalisateur, quoi. Donc, oui, tout à fait. Il sait utiliser la technologie, il sait mettre en scène, il sait narrer la chose, si tu veux. Oui. Ah non, mais quand je disais qu'il cherchait dans la technologie, c'était pas pour dire qu'il savait pas faire la narration et tout ça, mais c'était juste dans un domaine de recherche, en fait. Enfin, tu vois, où Cameron cherche la nouveauté technologique, alors que Miller va plus chercher vraiment de l'organique. Oui, il est plus dans de l'organique et un certain classicisme, et au final, et c'est pareil, tu vois, ce terme de c'est classique, classicisme, ce qu'on appose souvent, par exemple, à Clint Eastwood dans ses films. Oui. Il y a toujours un peu une petite notion péjorative, tu vois. Moi là, je trouve que ce soit là entre guillemets le classicisme de Miller ou mais pour moi Miller il est pas classique. Sa mise en scène elle est pas du tout classique à Miller. Au contraire, je trouve que sa mise en scène est très moderne. Non, alors je parle du scénario. Ah oui, d'accord, pardon. Scénario aussi. Parce que à ce niveau-là, et pareil pour Cameron avec Avatar 2, ouais, quand même le scénario il est simple, c'est classique, avec ce truc quand même, et c'est Pocahontas dans l'espace, ouais, bon. Pour moi c'est pas un problème, quoi. Au contraire, c'est bien raconté, donc ouais. Mais effectivement là, moi Fury Road, malheureusement je l'avais loupé au ciné, donc je l'ai vu uniquement je l'ai vu à la télé, quoi. Ouais. Ah, je pense que l'effet est pas tout à fait le même. Ouais, le fait est pas le même, mais si un jour il est rediffusé au ciné, effectivement, c'est vraiment pour le coup un film qu'il faut voir au ciné, quoi. Ouais. Alors après, moi j'ai pas vu son dernier à George Miller, la 3000 ans à t'attendre. Ça, j'ai pas vu, mais il paraît que c'est pas si ouf que ça. Bon, faudrait quand même que je le voie, je suis assez curieux. Ça dépend. Moi, je l'ai pas vu, mais de ce que j'ai entendu, c'est clivé. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Mais en tout cas, je pense que ça doit être intéressant. J'ai envie de le voir, tu vois. Mais là, je suis sur la filmographie de Miller. C'est vrai qu'il a pas fait énormément de films, quoi. Il y en a combien? Attends, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 films. Enfin, 11 sorties, puis ils ont mis Furiosa, donc ça fera 12 avec Furiosa. Mais il y a quand même des choses assez folles. C'est quand même lui qui a fait Babe 2. Et le dessin animé Happy, les deux. Qui est vachement... Ouais. Qui est vachement bien. Ouais, c'est bien, mais je veux dire, c'est quand même un univers
très différent, quoi. Et puis les deux dessins animés en images de synthèse que sont Happy Feet, où c'est des histoires de pingouins, quoi. De pingouins qui dansent. Happy Feet, c'est vachement bien. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. Mais je veux dire, c'est juste le mec qui te passe de Mad Max, des sorcières d'Eastwick à Babe et Happy Feet, quoi. C'est assez rigolo, quoi. Il est assez, éclectique, on va dire, dans ses goûts et ses choix. Ouais. Mais non, mais c'est un mec vraiment, enfin, moi, je trouve très intéressant. Et vraiment, et Mad Max, oui, je pense que c'est ma dernière très grosse claque de cinéma. Enfin, en blockbuster. Parce qu'après, j'ai pris d'autres claques de cinéma, mais vraiment en blockbuster, je pense que c'est le dernier truc qui m'est vraiment, vraiment, vraiment marqué. Mais voilà, écoute, très bien. Et ben, je crois qu'on peut reprendre nos recommandations. Et en fait, du coup, vu que tu as changé ce que tu avais prévu de faire, je sais pas de quoi tu as envie de parler maintenant. Alors, Sébastien, de quoi vas-tu nous parler? Alors, je vais parler d'un film que j'ai vu il y a pas longtemps, qui est sorti en 2022, que j'ai adoré. C'est Pacifiction. Un film réalisé par qui? Film d'Albert Serra. Ah. Pacifiction, tourment dans les îles. Vous êtes conscient que pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Moi, je n'ai pas la moindre information concrète. Je n'ai aucune certitude. Regardez comme elle est belle, notre île. Oh, regarde ça. Oh, mon Dieu. Il y a le haut commissaire qui est là, ouais. Ça fait des sensations, ça me change. On va pas revenir en 95 et puis on se prend des essais nucléaires chez nous. Je parle avec un représentant de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. Moi, j'essaye de m'occuper du peuple le mieux possible. Film pour lequel Benoît Magimel a eu le César du meilleur acteur à la dernière cérémonie des Césars. Ok. Et en fait, c'est un film qui m'a passionné, alors, par où commencer? Donc, c'est quoi l'histoire? Alors, sachant que dans ce film, l'histoire est pas vraiment importante. C'est-à-dire, c'est plutôt des prétextes. C'est alors le pitch, c'est que donc on est en Polynésie française. On suit le personnage de Benoît Magimel qui s'appelle De Roller, qui est une espèce de diplomate au préfet, au commissaire, quelqu'un qui comment dire, qui fait la jonction entre la métropole et l'île, quoi, Ouais. Voilà. Mais c'est assez flou. On le voit dans le film, on le voit beaucoup discuter, pas foutre grand chose au final, ce qui est assez intéressant. Et en fait, le prétexte d'histoire, parce qu'il y a beaucoup de prétextes d'histoire dans ce film, c'est, voilà, il y a une rumeur qui court comme quoi la France reprendrait les essais nucléaires dans l'archipel. Voilà. Ok. Et on suit donc ce deux rollers qui parle avec les autochtones, les locaux, les responsables politiques, et qui on sait pas trop si c'est un magouilleur, s'il est sincère, si il est bête, ou si au contraire il est très intelligent. On sait pas, ça, c'est toujours laissé à l'appréciation du spectateur. Ouais. Alors, qu'est-ce qui m'a passionné dans ce film? Alors déjà, il faut parler du dispositif cinématographique d'Albert Serra. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cinéaste qui aime mélanger les acteurs professionnels et les non professionnels. Ouais. Donc ça, c'est un aspect. Il filme toujours avec 3 caméras qui posent comme ça, et il laisse tourner pendant longtemps, en fait. C'est-à-dire que, pour donner un ordre d'idée, il s'est retrouvé avec, à la fin du tournage, avec 545 heures de rush. Ah ouais, apparemment. 545 heures de rush. Ouais. Ce qui fait que 545 heures de rush, c'est-à-dire que c'est un volume de rush qu'on retrouve plutôt dans le documentaire, en fait. Bah, bien sûr, ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'il pose la caméra et par exemple, Benoît Magimel n'avait aucun texte à apprendre avant. C'est-à-dire, je pense que Serra lui donnait juste la situation. D'accord. Magimel avait une oreillette et Serra, en live, lui balançait les indications. Alors, je sais pas si c'était les dialogues tels quels, ou si c'était
voilà, il faudrait plutôt que tu fasses ci et ça. Donc ça fait que il y a des fois il y a des blancs, les scènes. Alors dans les critiques qu'on a adressées au film, c'est que c'est toujours ce truc. Ah, il y a des scènes inutiles et c'est long pour rien. Et alors je suis d'accord dans le sens où si on se base sur une approche, comme on a parlé tout à l'heure là, de par rapport à un scénario qui doit être efficace, avec des rebondissements, avec des résolutions d'arc, ah oui, alors là, le film, il est complètement à côté. Ok. Mais moi, c'est ce qui m'a passionné. C'est-à-dire que il y a plein de bouteilles lancées à la mer au niveau narratif, et ça n'aboutit jamais. Ça n'aboutit pas. D'accord. Et c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Ça, au contraire. Le fait que il laisse tourner la caméra, du coup, il y a des fois, on voit bien que certains acteurs, non-acteurs, au niveau du jeu, c'est à côté. Mais ça met une étrangeté, en fait, que je trouve intéressante. Au niveau de la photo, le film est juste dingue. Il y a des plans sur les îles, sur des couchers de soleil. Alors ça, on pourrait tomber dans la pub de parfum ou la carte postale. Non, on n'est pas là parce qu'il y a toujours un côté un peu inquiétant, un peu décalé, un peu à côté. Ok. Et moi, c'est quelque chose qui a pas forcément été beaucoup relevé avec ce film, il me semble, enfin du moins dans ce que j'ai lu et écouté. Moi, j'ai trouvé le film hilarant, mais vraiment hilarant, quoi. C'est-à-dire, tout est absurde. D'accord. Mais absurde comme le personnage et la fonction du personnage de The Roller joué par Magimel. Le mec ne sert à rien. Il est là en train de faire, de donner des conseils aux gens. Ouais, vous savez, moi je suis là au service de la France. Tu sais, avec ce langage ou ces éléments de langage, tu sais, le terme élément de langage qu'on sort à toutes les sauces en ce moment. Et le mec est légèrement à côté, tu sais. C'est le mec qui va vouloir passer pour quelqu'un de cultivé ou d'intelligent, mais qui va employer le mauvais mot. Ah oui, d'accord. Tu sais, par exemple, pour donner un exemple, ça va être, il va pas dire j'ai été obnibulé, il va dire j'ai été non, d'ailleurs je me suis trompé. Attends, j'ai pas été obnubilé, il va dire j'ai été omnibulé, tu vois. Ah oui, d'accord. Ou et c'est par petites touches, et puis et le truc intéressant, c'est qu'il est complètement parano, mais drôle. D'accord. C'est-à-dire, il est tout le temps en train, ouais, mais lui, parce qu'il y a plein de petits scénarios là, de petits prétextes à histoire. T'as un mec, un Portugais, je crois, à qui on a volé son portefeuille dans sa chambre d'hôtel. Donc à un moment, t'es là, tu dis ah tiens, là on va vers le thriller d'espionnage machin. Eh ben non, non, ça voilà, ça reste en suspens. Il y a une scène hilarante aussi où il y a des comment dire, t'as les locaux qui préparent un spectacle traditionnel où ils sont en costume traditionnel avec un combat de coq, tu vois. Et puis t'as deux rollers qui assistent au répète. Et puis il va voir la metteuse en scène et puis il lui dit ah mais vous saviez si vous devriez faire comme ça parce que vous comprenez là je sais pas si tu vois moi ça m'est déjà arrivé, tu sais, des fois t'as des gens qui sont pas du tout du milieu artistique et c'est pas un problème, hein, je fais pas un jugement de valeur, mais ils vont venir te voir après un spectacle, ils vont te faire des conseils mais qui sont complètement à côté de la plaque. Oui. Tu sens que ça part d'une bonne intention, mais ouais, mais ils ont pas vu le spectacle comme toi. Enfin, il y a un truc qui est encore une fois qui est décalé. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, il y a du fait du dispositif cinématographique d'Albert Serra. Comme j'ai dit, qu'il laisse tourner en permanence ses caméras. Il y a un plan. Enfin, si tu vois le film, si vous regardez le film. C'est pendant une scène, donc il y a deux rollers là qui est en jet ski et qui va assister à une compète de surf. Voilà. C'est un peu comme ces politiques qui vont à le maire, tu sais, qui va à la fête de l'Andouillette, il en a rien à faire, mais voilà, il faut que je me montre à
aux habitants de la ville ou quoi, mais c'est un nom, pas mais aux habitants de ma circonscription. Eh ben, il y a un moment, ça a été un des plus beaux plans que j'ai vu de ces dernières années. Ah ouais, à ce point-là. Qui était pas, tu pouvais pas préparer parce que c'est un plan sur une vague. Ah oui, d'accord. Et t'es là, tu fais waouh, mais c'est magnifique. Ok. Voilà. Ah, ça me donne très envie. Ah ouais. Et alors le film est long, hein. Il fait 2h45. Ok. Mais honnêtement, le film aurait duré 12 heures avec les mêmes choses, c'est-à-dire avec ces prétextes d'histoire qui vont nulle part, ces trucs où tu sais pas trop ce qui se passe, tu comprends pas trop et tu t'en fiches. Mais j'ai été fasciné. À quand une version longue de 545 heures? Bah écoute, si c'est dans mais non, parce que 545 heures, bien sûr, il y a du déchet, mais une version de Oui, non, c'est une 24 blague. heures, je le regarde sans hésiter parce que c'est tellement unique et tellement en dehors de tous les canons actuels que j'ai trouvé ça fascinant. Ah ouais. Enfin, vraiment. Ah, ça donne très envie. Hein. Et il y a ce truc aussi où un plan se termine et tu sais jamais ce qu'il va y avoir, ce que va être le plan d'après. Ok. Et ça, et du coup, t'es là, tu fais waouh, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est vrai, ça a l'air un peu expérimental. Par exemple, hein? Je dis, ça a l'air assez expérimental en fait, comme procédé narratif, et surtout processus filmique. Il y a l'air d'avoir un truc quand même un peu de l'ordre de l'expérimentation où tu sens qu'en fait, l'histoire s'est créée aussi, je pense. L'histoire, je sais pas si on peut parler vraiment d'histoire, mais il y a de ce que tu m'en dis, moi j'ai pas vu le film, hein, mais de ce que j'en comprends, mais j'ai l'impression que du fait du volume aussi de rush et tout ça, c'est presque un film de salle de montage du coup. Alors ça, peut-être, je ne sais pas. Oui, bien sûr, il y a un énorme travail de montage parce qu'avec tout, sur 545 heures, t'en extrais 2h45, effectivement. Oui, et puis j'ai l'impression que dans le travail, ça s'est fait quand même beaucoup à partir d'improvisation. Oui. D'improvisation dirigée. Oui, improvisation dirigée, de canevas. Mais comme tu dis, il n'y a pas de script. Ils avaient pas de script, donc peut-être que le réalisateur, lui, avait ses canevas, ses machins, ses trucs où il savait où il allait. Mais en même temps, je pense qu'il devait vachement... Vu que c'était à l'oreillette, c'est pour pouvoir réagir en direct. Donc j'imagine que il devait être vachement attentif à ce qui se passe. Et il a une idée qui lui vient et boum, vachement réactif par rapport aux improvisations et tout ça. Et du coup, effectivement, je pense que il a dû, enfin, je sais pas. Après, faudrait l'interviewer lui. Moi, j'ai pas vu le film et je connais pas son travail à ce monsieur. Donc, je fais que de la supputation par rapport à ce que tu m'en dis. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, le film s'est écrit un peu. Il a pu chercher, j'ai l'impression, des situations de jeu et de rapports de personnages en direct, et qu'après, effectivement, la narration globale, elle s'est écrite après en salle de montage en fonction de la masse de rush qu'il avait. Oui, c'est possible. Et ce qui n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, c'est juste un procédé d'écriture différent. Ça peut être très chouette. Hein. Mulholland Drive est un film de salle de montage. Bah d'ailleurs, il y a des liens à des moments avec le cinéma de Lynch, c'est-à-dire... Ouais, ça laisse tourner la caméra, ça observe, il y a de la texture. Ouais. Il y a la fin du film, sans spoiler, mais de toute façon, même avec ce film, je pourrais spoiler que ça serait pas un problème, en fait. Mais oui, ça repose pas là-dessus. T'as un climax avorté, en fait. D'accord. T'as tout un truc qui se met en place et t'es là et tu dis ouais, et là ça va déboucher, on va avoir le fin mot sur l'histoire et savoir si ces personnages y font vraiment ce qu'on nous a fait croire qu'ils devaient faire ou allaient faire. Et puis d'un coup, bam, ça passe complètement autre chose. Mais complètement autre chose. Ah ouais. Et t'as pas de résolution encore. Ah, c'est intriguant. Et une scène, donc là on est dans les dernières minutes du film, hein, et tu fais waouh. Mais c'est fascinant. Et à noter aussi dans les acteurs pros, t'as aussi Sergi Lopez qui joue. Oui, j'ai vu, ouais, j'ai regardé là pendant que tu parlais, j'ai regardé la distrib. Et Sergi Lopez qui est utilisé comme un figurant, donc c'est super étrange. Je me souviens pas, il faudrait que je revoie, mais je lui dois dire 3 mots dans le film, quoi. Enfin, ah oui, d'accord. Petite silhouette. Et il est là, il traîne dans le cadre et il dit pas grand chose, mais par contre, il a une présence, il évoque beaucoup de choses. Enfin, ouais.
c'est pas parce qu'il dit rien et qu'il fait pas grand-chose qu'il n'existe pas dans le film. Hein. Ouais, et puis moi, Sergi Lopez, c'est un acteur que j'aime bien et ça fait longtemps que je l'ai pas vu dans un long métrage, donc ça m'intrigue aussi. J'aimerais bien, ça me donne envie, ouais. Très bien, écoute, super. Non, après au niveau réception critique, j'ai lu des trucs très drôles, mais que je peux comprendre en fait, mais qui à mon sens sont faux, mais que c'est le prototype typique du film français. Alors, film français. Le réalisateur est catalan, c'est une multiproduction, machin. Donc après, est-ce que film français parce qu'on parle en français? Et d'ailleurs, on ne parle pas qu'en français parce qu'à un moment, il parle je sais pas quel est le dialecte local, mais à des moments, c'est pris en compte dans toute une scène de dialogue et c'est pas sous-titré, donc tu te débrouilles. Oui, parce que ça se passe à Tahiti, c'est ça? C'est Tahiti, ouais. Ouais. C'est quoi du tahitien? Et voilà, ce truc oui, c'est le prototype du film français, intellectuel, qui n'a rien à raconter, qui est ne dépensez pas 10 balles pour perdre 2h45 de votre vie. Je peux comprendre, mais je suis tout à fait, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est assez passionnant ce qu'on voit à l'image. Ok, très bien. Eh ben écoute, merci, ça me donne très envie. Je pense que je vais essayer dès qu'il sera trouvable en VOD, je pense que je vais me le louer. Ça me donne très envie. Je l'ai loupé au ciné, mais ça me donne très envie. Écoute, merci Seb. Et alors donc, dans un souci d'équilibre entre yin et yang, après le yin de l'intelligence dont tu viens de nous faire part, on va aller dans le yang du spectacle jouissif et complètement décérébré avec un film Netflix qui est sorti il y a quelques années où j'étais passé complètement à côté. Je crois qu'il date de 2021. Et ce film, c'est Kate. Jesus, Kate, what happened to you? I missed. I think I was poisoned before the hit. V, who was the target? The grand honcho of the Yakuza. Et alors, Kate, c'est... Alors, je vais pas faire très long parce qu'on a déjà fait assez long là de podcast, donc je vais aller assez vite. Kate, c'est l'histoire d'une tueuse à gages qui travaille au Japon, qui est en mission au Japon et qui a une mission très simple d'aller buter un yakuza. Et au moment où elle va pour le buter, il y a une petite fille qui arrive et elle ose pas trop tirer, mais elle finit quand même par tirer et elle abat le père de la petite fille. Et là, il y a une ellipse de quelques années et on la retrouve, même pas quelques années, c'est peut-être 10 mois ou un an plus tard, je sais plus. On la retrouve à Tokyo et elle est un peu traumatisée par le fait d'avoir buté un père devant sa gamine et elle commence à penser à raccrocher les gants et à partir de l'organisation dont elle fait partie de tueurs à gages. Et à ce moment-là, elle rencontre un mec, elle est toute seule dans un bar, et puis elle rencontre un mec, voilà, ça accroche, ils couchent ensemble, ils boivent des coups, tout ça. Et après, elle est appelée du coup pour aller faire une mission, pour aller buter justement un parrain de la mafia, un yakuza, qui était aussi présent lorsqu'elle avait buté, qu'elle avait loupé, elle avait tué le frère en fait du vrai parrain. Donc on lui dit tout ça. Et en fait, elle s'aperçoit qu'elle va pas bien du tout. Et en fait, elle s'est faite empoisonner au polonium 204. Et il lui reste plus que 24 heures à vivre, qu'une nuit à vivre. Et du coup, cette nuit, elle va décider de massacrer tous ceux qui l'ont empoisonnée. Elle pense que c'est les yakuza. Donc, elle va littéralement éradiquer tous les yakuza de Tokyo. Et donc, si ce film rappelle le pitch d'un autre film d'action un peu qui pourrait être John Wick, hein, ça rappelle un peu John Wick, avec John Wick qui se fait buter son chien par la mafia russe et qui du coup éradique toute la mafia russe, américaine. C'est un peu parce que le réalisateur de John Wick est à la production de Kate. Donc c'est un peu un univers partagé, Kate, John Wick, et le mec il se fait pas trop chier. Et en fait j'aime bien. Si je parle de Kate, c'est pas tant pour le film qui est pourtant très bien, hein. Enfin, c'est un très chouette film d'action, mais j'aime bien cette nouvelle vague de films d'action qui avait été un peu initiée par The Raid il y a une dizaine d'années et que John Wick en est un peu le porte-étendard. C'est-à-dire que c'est des films où en fait le scénario est plutôt
pas très élaboré. On est sur un scénario très simple qui en fait n'est qu'un prétexte à un spectacle derrière complètement décomplexé et ultra jouissif. Et pour le coup, c'est l'opposé de The Last of Us dans le rapport à la violence. Autant on disait que The Last of Us c'est de la violence très sèche, pas du tout iconisée, où elle est pas du tout glorifiée, fétichisée, enfin voilà. Là, on est à fond dans l'inverse. Je veux dire, la violence, c'est la violence pour la violence, et le côté jouissif de la violence est très iconique, avec des scènes de baston complètement folles. À un moment, t'as un règlement de compte chez un Yakuza, mais avec le Yakuza, t'as l'impression qu'il sort du jeu Yakuza avec des fringues complètement bariolées. Enfin, ça va très très loin. Les personnages, ils s'en prennent plein la gueule. Ils continuent de looter. C'est des espèces de John McClane, mais plus. et c'est vraiment dans ce rapport à la violence ultra jouissif et ultra décomplexé, quoi. Et j'aime bien, en fait, ce nouveau cinéma où, en fait, ça essaye pas de faire de la violence, ça essaye pas de te trouver 10 000 justifications à la violence. Ça fait ce pourquoi c'est venu faire, quoi. Enfin, tu vois, c'est comme The Raid où c'était... le scénario était envoyé en 3 minutes en disant voilà, c'est un groupe de SWAT, quoi, une espèce de police comme ça, de GIGN. Voilà, il y a tout le cartel de la drogue qui est dans un immeuble, vous allez rentrer, vous me butez tout ça, quoi. Et c'est ce qui se passe pendant 1h30 de film où ils rentrent et c'est même, en plus de Raid, est même construit vraiment comme un jeu vidéo avec des péons, bam, 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 des hommes de main, on les éradique, un boss, bam, 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 on a battu le boss, hop, on monte d'un étage, homme de main, hop, reboss, hop, on monte d'un étage et ainsi de suite. Et là, Kate, alors c'est un peu moins manichéen, ils essayent quand même de remettre un peu, parce qu'en fait, la gamine du début, elle va la rencontrer et elle va la prendre en otage à un moment donné pour essayer de faire sortir les gros méchants donc l'oncle de la gamine qui est le grand chef de la mafia, pour essayer de le faire sortir de son trou et le buter, parce que c'est quand même son objectif, et elle est limitée par le temps, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est ce côté, il y a une nuit et pas plus, et du coup il y a une espèce d'urgence dans le film où le film débande jamais, quoi, où vraiment ça enchaîne en permanence. Donc elle capture la gamine, puis en fait au début, et c'est encore une histoire de famille, quoi, et de Lone Wolf and Cub, sauf que cette fois c'est une femme avec la gamine et pas un mec. Et on a vraiment un truc où il y a un rapport hyper rapide qui se crée, où la gamine va s'attacher à elle va s'attacher à la gamine, et voilà, parce qu'en fait la gamine, fille de Yakuza, elle a une vie de merde en fait, et elle va s'en apercevoir qu'elle est victime aussi des Yakuza, et la gamine va prendre la meuf qui la kidnappe en espèce de syndrome de Stockholm éclair, va la prendre en affection et en figure maternelle, parce que tu sens que la gamine n'a pas de mère, et elle est en fait elle est entre guillemets, sa vie est gérée par les Yakuza, mais un peu à distance, et elle a plus aucune... Le seul rapport qu'elle avait, c'est son père, et il a été buté au début du film, donc ça fait 1 an que la gamine est dans une... Je me rappelle plus trop si c'est dit comment elle vit, si elle a un appart à elle, ou si elle est dans une espèce de pension, je sais plus, enfin bref, on s'en fout, c'est pas ça le propos. Mais en tout cas, tu sens que c'est une gamine qui est très seule, et du coup, Kate va devenir une espèce de figure d'attachement maternel, et elle sait pas que c'est Kate qui a buté son père aussi. Et puis voilà, c'est une espèce comme ça de shoot d'adrénaline où ça passe de scène de fusillade en scène de baston pied-point. Et d'ailleurs, l'actrice principale est quand même vraiment très bien, et c'est Mary-Elizabeth Winstead. Et je sais pas le training martial qu'elle a eu, mais elle est plutôt crédible, hein. Elle fonctionne vraiment bien, quoi. Les scènes de combat, elles fonctionnent vraiment. T'as des vraies belles chorégraphies d'action, de combat qui sont vraiment très chouettes. Et voilà, c'est une espèce de plaisir comme ça, de spectacle jouissif. Le scénario, tu le vois venir à 10 000, les retournements de situation, il y a des twists réguliers qui arrivent. En fait, tu les vois venir, mais à 10 000 à l'heure. Il y a des moments, ça te fait des espèces de faux suspense où tu fais, non mais c'est bon les gars, on a compris, quoi. Mais on s'en fout, parce que vraiment, c'est un vrai spectacle jubilatoire et un peu décérébré, mais hyper bien ficelé et hyper bien amené au niveau des chorégraphies de combat. Là, pareil, quoi, Marvel, prenez-en de la graine, quoi. Là, on a de la vraie baston avec des enjeux où il y a plein de choses qui se passent à l'écran, mais tout est lisible, tu comprends tout. C'est pas ces syndromes de baston un peu, comme on a souvent chez Marvel, un peu foutraque où on a du mal à lire l'action. Non, là, tout est très clair, et avec des mouvements martiaux... Enfin, du coup, ça se passe à Tokyo, donc tous les opposants sont des Japonais, et je pense qu'ils ont recruté que vraiment cette école de la cascade japonaise où ils ont tous une formation martiale irréprochable. Et justement, et c'est là où, tu vois, contrairement à... Pour prendre une série Marvel, alors qui était une série Marvel Netflix, mais Iron Fist, où on a effectivement tous les figurants qui sont des Asiatiques, des comédiens asiatiques qui viennent ou de l'école hongkongaise ou de l'école tokyoïte.
Du coup, tous les figurants, les combattants, les hommes de main sont des niveaux d'arts martiaux de dingue. Mais par contre, le héros principal, c'est pas se battre. Iron Fist, quoi, qui est vraiment, mais la catastrophe absolue. L'acteur qui joue Iron Fist, c'est mauvais de chez mauvais. Le mec, il n'y a pas une pose martiale correcte. Bah là, non, Mary-Elizabeth Winstead, non, elle assure, quoi. Et oui, il y a 2-3 mouvements, des fois, où tu te dis, oui, bon, on sent que c'est pas la meilleure combattante du monde, mais en tout cas, elle est crédible. Globalement, sur tout le film, elle est vraiment crédible. Et ouais, non, c'est... Le réalisateur est français, t'as vu ça? Ouais, j'ai vu, c'est un réal français. Et donc produit par le mec de John Wick. Je suis en train de chercher son nom, là, je l'ai plus de tête. Oui, c'est... David Licht. Production... Ouais, David Leitch. Ouais, je sais pas comment tu prononces. Ouais, c'est ça, voilà. Qui est un ancien cascadeur. Et du coup... Et je crois que c'est aussi lui qui produit Tyler Rake. Ouais, ok. Sur Netflix aussi. Et tu vois, ouais, je trouve qu'il y a vraiment une parenté, tu vois. Non. Alors après, t'as des films vraiment... Bon, bah, John Wick, c'est la quadrilogie avec le 4e qui vient de sortir et que je suis pas encore allé voir, mais que j'ai très envie d'aller voir. Ouais. Il y a la quadrilogie John Wick avec le spin-off Mr. Nobody. Ouais. Et puis après, t'as Tyler Rake et Kate, qui sont des productions Netflix, qui ne sont... Je pense pas que ça soit rattaché dans un univers partagé, John Wick, Mr. Nobody. Mais par contre, ça reprend vraiment l'esprit de ce cinéma-là et moi, je trouve ça bien, en fait, ces films d'action qui ne sont pas plus que ce qui sont, quoi. C'est-à-dire des films d'action qui n'essayent pas de te faire un scénario avec des enjeux, des machins. Non, c'est un spectacle jouissif et ça l'assume comme tel. Et moi, ça me va bien quand un film, il s'assume comme ça. On n'essaye pas de me faire croire que le film est plus intelligent que ce qu'il est. Parce que souvent, quand on essaye de faire des films d'action qui se veulent plus intelligents que ce qu'ils sont, en fait, non, ils sont plus bêtes que ce qu'ils pensent. Alors que là, ça... Oui, c'est vrai. Tu vois, alors que là, ça assume complètement son statut de gros actionneur débridé et ça le fait bien. Et pourtant, c'est un film qui a pas des très bonnes notes. J'ai vu sur Rotten Tomatoes, je crois qu'il se tape un 41% d'avis de satisfaction, tu vois. Ouais. C'est pas énorme, et je suis un peu surpris parce que moi, alors après, est-ce que c'est pas un petit shitstorm de spectateurs qui attendaient un film d'action et quand c'est une nana l'héroïne, ils peuvent pas s'empêcher de critiquer, de vieux réacs, je sais pas. Ouais, bah alors là... Non, je suis pute, hein, je sais pas, tu vois, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, moi, j'ai passé C'est pas le film du siècle, on est bien d'accord, mais c'était tu vois, après une grosse journée de boulot, un petit film d'action pour se détendre avant d'aller dormir et d'enchaîner sur un truc un peu plus, voilà, un truc de boulot, tu vois. Je me dis, ouais, non, ça m'a fait du bien, quoi. C'était une vraie bonne récréation, quoi, un espèce de petit bonbon très jouissif et très plaisant, quoi. Voilà. Ouais. Je suis allé assez vite parce qu'il n'y a pas forcément besoin de détailler plus. On va pas besoin, c'est un film où il n'y a pas besoin de suranalyser les choses, je pense. Mais voilà, si vous avez envie d'un bon film d'action pour vous détendre le soir avec des scènes de combat, des jolies scènes de combat avec des bonnes chorégraphies d'arts martiaux, et bah Kate, foncez si vous l'avez pas vu, ça vaut le coup. C'est un petit film un peu méconnu et qui vaut... Voilà, qui est pas prétentieux. C'est un film pas prétentieux. C'est ce que c'est pas plus. Mais voilà. Très bien. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Ok. Bah écoute, c'est bien. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette fois. Ça marche. Merci beaucoup. Je sais pas si on va enregistrer un autre épisode avant notre épisode spécial avec un invité de marque, qu'on va pas dire tout de suite, mais juste je cite qu'on va avoir un invité de marque pour teaser un peu le truc. Ouais. Je sais pas si on aura un épisode entre les deux ou pas. Ça va dépendre un peu de nos plannings pro. Mais en tout cas, on va essayer on va essayer quand même de garder un rythme d'au moins un épisode par mois. Oui. Et de temps en temps, il y en aura 2, de temps en temps, il y en aura qu'un seul, en fonction un peu de nos plannings professionnels. Mais au moins un épisode par mois. On va essayer de tenir ça. Et puis voilà, au mois de mai, je pense qu'on aura un invité un peu prestigieux pour une fois avec nous, qui sort de nos réseaux habituels. Oui, connaissant le Zozio, je pense que ça va être assez passionnant et intéressant. Ouais. Ça risque de partir dans tous les sens. Ouais, ça risque d'être... ça va être un épisode très différent, je pense, de ce qu'on fait habituellement. On verra, c'est la surprise. Ouais. Mais voilà, c'est aussi ça. Et sinon, moi j'ai une suggestion, Thibaut, pour le prochain épisode. Vas-y, dis-moi. Ça sera un épisode sur un truc que t'as vu, je crois. Ça serait sur la saison 3 de Twin Peaks.
Tu crois vraiment que je vais avoir le temps là de m'enquiller? Ça fait déjà 6 mois que j'essaye de trouver le temps de me les regarder et j'ai à peine le temps, tu vois. Parce que c'est quand même pas, c'est pas non plus une série que tu regardes le soir comme ça vite fait avant de t'endormir, quoi, tu vois. Donc j'ai envie de les regarder bien. Et là, vu la période de boulot qui s'annonce pour moi, mais oui, j'ai bien compris que c'était du troll, ouais. Mais non, pour la. Je crois que je vais te troller à chaque fois. Non, mais je t'autorise à me troller avec The Last of Us 2. Je prends un engagement solennel. Ouais, ok. On ouvrira la saison 2 avec la saison 3 de Twin Peaks. Ah yes, cool. Donc on va dire en septembre-octobre, je sais pas quand est-ce qu'on reprendra après la pause estivale les podcasts, mais je vais essayer de regarder ça pendant mes vacances cet été, enfin non, du coin de l'été en tout cas, et on essaiera d'ouvrir dans les un ou deux premiers épisodes de la saison 2, donc à l'automne. Voilà, d'ici l'automne, je m'engage à regarder Twin Peaks d'ici l'automne. Ok, super, ça me fait tellement plaisir. Voilà. Je regrette un peu déjà de l'avoir dit, mais non, en plus c'est terrible. Mais non, mais en plus j'ai très envie de le voir. C'est juste le temps et de le voir bien dans des bonnes conditions. Et que c'est ça pour ça que je le recule en fait. C'est juste que j'ai pas envie de le regarder, tu vois, un peu speed et de mal le regarder. Tu vois, j'ai envie d'en profiter aussi parce que j'adore Lynch et que je suis sûr enfin, tu vois, j'ai pas envie de regarder ça le soir à 23h avant de m'endormir en étant déjà à moitié claqué de ma journée et en dormant à moitié devant. J'ai pas envie de le regarder comme ça. Je comprends. Donc c'est un peu le problème de mon planning. Je comprends. Mais je vais essayer de le faire du coup pour la rentrée, pour septembre-octobre. Ok. Eh ben écoutez, merci encore de nous avoir écoutés. Et si vous voulez nous contacter, on a toujours notre page Facebook Digression Circus ou notre compte Twitter @digressioncirque avec un C à la fin. Et puis vous pouvez aussi nous contacter sur l'adresse Gmail du podcast qui est digressioncircus@gmail.com. Voilà. Et n'oubliez pas aussi de nous mettre des 5 étoiles pour le référencement si ça vous plaît. Ah oui, n'hésitez pas partager. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, tout ça, ça permet de faire connaître un peu notre travail vu qu'on est encore un tout petit podcast. Et j'aurais envie de dire, même si vous êtes en total désaccord avec nous, au contraire, allez-y. Si vous aimez pas, complètement, vous pouvez le dire. On est complètement ouvert. Ouais. Et si vous êtes des vieux briscards du podcast et que vous avez des conseils à nous donner sur la qualité du son et tout ça, n'hésitez pas aussi, on est preneurs. Qualité du son, puis ou des choses que vous aimeriez qu'on aborde, peut-être. Ouais, oui, ça peut être aussi intéressant, ouais, complètement. Eh ben merci encore, merci à toi Sébastien de m'avoir accompagné. Merci Thibaut. Et puis à très vite pour de nouvelles digressions. À plus, ciao. Ciao.